Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv. Des fois le soir, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit. Voilà. En tout cas, bonsoir à vous tous. Un grand bonjour, comme d'habitude, évidemment, à Steph à la régie. Un grand bonjour à l'assaut avec nous dans les studios. Bonsoir. Et voilà, bonsoir à tout le monde. Salut tout le monde. Voilà. Et bonsoir aux modérateurs. On les oublie pas parce qu'après je me fais engueuler. Et évidemment, tous les métanautes, les fidèles, ceux qui sont bien connectés en ce moment. Voilà, on vous passe grand bonjour aussi. Mais voilà. Donc, c'est la France, hein, c'est comme ça, hein, tous les jours on a son lot de nouvelles, son lot de choses comme ça qui qui viennent occuper, voilà, notre activité, mais on est sous pression, on est vraiment dans une période de trouble, une période où les choses avancent, où j'ai l'impression un peu comme si, tu sais, un peu comme dans ces moments où finalement les jeux se découvrent et on est obligé de voir les positions réelles, comme si les choses, c'est comme si les lignes politiques sont en train d'avancer comme ça à grands pas. Il se passe des mouvements, on le sent, quoi. On peut plus se cacher effectivement nos positions un petit peu, de moins en moins en tout cas. De moins en moins, ouais. Je sens tout le monde en fait est acculé dans son propre raisonnement, dans son propre analyse, dans ses choix. C'est-à-dire d'un côté, ceux qui vont œuvrer pour le mondialisme se retrouvent tellement bloqués dans leurs contradictions, obligés d'y aller, et ceux qui ont opté pour un choix, on va dire patriote, aussi se retrouvent dans la même logique aussi pour d'aller dans leur au fond de leurs choses. Et les choix C'est vrai, on est dans une période de forte crispation, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout se cristallise un petit peu aujourd'hui, les positions politiques, les différences culturelles, je dirais. Et effectivement, on n'a plus d'autre choix finalement que faire face à ça en toute conscience. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont encore en dissonance cognitive, et comme tu disais sur le mondialisme par exemple, et qui ne peuvent pas imaginer une seconde revenir sur leur position, sur leurs idées. Ouais, parce qu'on est dans une espèce de schéma où, les lignes politiques avançant, on se retrouve avec des gens qui se retrouvent à défendre des choses alors qu'ils prétendent les combattre, mais ils ne comprennent pas que leur point de vue, en fait, encourage la chose qu'ils prétendent combattre. Il y a une espèce de contradiction comme ça, et dans tous les camps, et je trouve que ça se découvre, et on est en train d'avancer comme ça, quoi. Il y a un lieu où, malheureusement, c'est particulièrement visible, ce truc-là, et c'est malheureux, je dois le dire, mais c'est l'antiracisme, en fait, tu sais, un peu là, institutionnel, l'antiracisme primaire, un peu comme ça, où malheureusement, c'est un tas de gens, peut-être parmi eux certains de bonne volonté, etc., mais en tout cas qui se retrouvent à utiliser les armes finalement de la République, en fait, de ceux qui prétendent en vérité combattre. Enfin, ils se trouvent dans un espèce de marasme, on ne sait plus trop ce qu'ils veulent au bout du compte, ils en veulent violemment visiblement à la France, il faut dire ce qui est, qu'elle soit politique ou peut-être même au peuple français en général, puisque on n'évitera pas, enfin, on fera pas, je dirais, une Rokhaya Diallo, pour la mentionner par exemple la dernière fois. C'est pas quelqu'un qui hésitera à parler des Français comme de racistes en général, par exemple. Oui, tout à fait. Elle se gêne pas, on l'a vu. Et beaucoup parmi eux également. Voilà. Donc malheureusement, et puis c'est au nom tu sais, des droits de l'homme, comme tu disais, là, les droits individuels, etc. Finalement, qui se battent contre finalement c'est la nation qui porte ces valeurs-là, etc. À la base, tu vois. Donc c'est un peu un truc vicieux quand même. Oui, c'est très ambigu. C'est très ambigu pour le moment, tu vois. Et c'est ça que je reprocherais à ceux-là en particulier. Mais en tout cas, ça traduit des crispations, encore une fois, identitaires en France et en Europe, et dans le monde entier, en fait. On sent ce mouvement-là en Europe. On sent donc ces attaques permanentes contre l'identité. Donc c'est des choses, on voit bien que l'accomplissement du projet de destruction des nations, il prend de l'ampleur avec toujours, on va dire, un volet politique de l'Union européenne qui nous sacrifie, dans toutes nos souverainetés, vous donnez tout, on n'a plus d'existence, les États sont certains même des fantoches, je veux dire, des États fantômes, on peut citer la Belgique, excusez-moi, Mozambique belge, mais vous le savez, on dit un jour, vous savez que la Belgique
dirigé pendant plus d'1 an sans gouvernement, enfin, Oui. c'est le truc, enfin, bon, hein, j'adore les Belges, hein, nos amis belges, mais franchement, c'est ça la maladie, quoi. Et donc, plus de souveraineté, tout le volet politique a été éclaté, et aujourd'hui, on sent bien qu'on s'attaque au volet identitaire, et que c'est l'identité qui est le cœur du combat, l'identité qu'on nous explique qu'elle n'existe plus, qu'on va la changer, une identité, Hollande, il dit c'est une idée. J'adore, l'identité devient une idée. Bah, une idée, je mets les pieds sur la table, je vais me teindre les cheveux en rose, je vais... j'ai une idée, quoi, tu vois, j'ai une idée comme ça, tu vois, on peut faire ce qu'on veut, une idée. Alors qu'une identité, pour moi, c'est un héritage, normalement. C'est pas une idée, c'est quelque chose, au contraire, de très concret, très précis, mais c'est un héritage. Hein, c'est quelque chose qu'on vous a légué. Alors, quand il nous dit c'est une idée, non, c'est pas une idée, c'est bien plus... C'est un héritage profond, une langue, une culture, etc. Et donc, l'identité est en train de se muer petit à petit, on nous dit bah non, une identité c'est vide, on met ce qu'on veut dedans et finalement tout le monde s'engouffre dedans pour nous expliquer, évidemment, au nom de cette pseudo-liberté du droit de l'homme individuel, je fais ce que je veux, je suis plus un garçon, même si je suis né garçon, je deviens une fille, même si machin, etc. On est dans toutes les contradictions totales de cette société, les dérives. Hein, il y a plusieurs angles d'attaque aussi dans la destruction de l'identité dont tu parles. Il y a plusieurs angles d'attaque, je veux dire du point de vue évidemment des instigateurs de cette destruction. Autant, effectivement, par exemple, aujourd'hui, parce qu'elle est beaucoup plus visible, mais la présence des immigrés, des migrants, etc., peut évidemment s'inscrire dans ce projet-là de déstructuration de l'identité, etc. Mais il y a d'autres angles d'attaque aussi. Il y a le pouvoir culturel aussi. Si tu veux, c'est comme s'il y avait un aspect social, plutôt social et culturel, et un aspect économique aussi, parce que le libéralisme et toutes ces idéologies-là aussi, ce qu'elles apportent, c'est une mutation aussi de l'identité. C'est-à-dire aujourd'hui, on mute aussi dans des ultra-consommateurs, dans des, comme tu dis aussi, cette disparition des différences même génétiques presque des êtres humains. Enfin, hommes, il y a femmes, une volonté, etc. dans ce monde mondialiste, il y a une volonté de mise à niveau égalitariste qui est absolument folle, puisqu'on nous dirait que tous les hommes se valent, que tout... Alors, quand je dis ça, évidemment, on va me tomber dessus. Allez-y, tous les hommes se valent. Non, calmez-vous, les enfants. Quand je dis tous les hommes se valent, c'est cette notion égalitariste qu'on va dire, un migrant vaut un Français. Ça, on me l'a dit. On m'a dit, mais c'est un homme, tout se vaut. C'est-à-dire, on n'a plus de considération, c'est l'égalitarisme à tout mis à plat. On a cette sensation de nous dire, comme on le prétend aujourd'hui, vous êtes obligés de les accueillir. Pourquoi ? Parce qu'on sont des humains. Mais c'est complètement fou comme logique. C'est une logique qui est quand même assez surréaliste. Au nom de l'humanité, mais l'humanité a toujours existé. Mais il n'y a jamais eu une civilisation humaine au sens de toute l'humanité qui allait dans le même sens. L'humanité, c'est un peu en plus qui est écrit, je le dis ça pour ceux qui sont dans les paradigmes religieux, mais dans les livres saints où on parle de cette diversité, cette différence, et qui fait la richesse. Mais pour que la différence existe, il faut que le moi puisse être autre et puisse exister. Or, si tout le monde est pareil, je vois pas où est-ce qu'il y a l'humanité là-dedans, tu vois. Non, c'est cet aspect-là où on force des États à accueillir des vagues migratoires aussi énormes, etc., devrait pas avoir lieu d'être. Et en fait, ça va à l'encontre même de la dignité ou de l'humanité en réalité, parce que ces personnes migrantes-là, elles gagneraient beaucoup plus en dignité, je dirais. Si on se préoccupait réellement de leur humanité et de leur dignité, elles gagneraient beaucoup plus à pouvoir se développer elles-mêmes dans leur il faut trouver paradigme, une solution, voilà, chez eux. Ouais. Ça me paraît évident. Et j'ai l'impression que ce débat n'a pas lieu parce que comme on n'est que dans le pathos, on n'est que dans les gens qui nous disent « Attention, laissez les migrants, ils ont voyagé ». On n'est que sur du pathos. Il n'y a jamais un débat sur la politique. C'est-à-dire, clairement, quels sont les enjeux politiques. À la fois, les causes qui nous ont menés dans ça, parce qu'elles existent. Et c'est justement dans les souverainetés politiques qu'on a perdues qu'il faut aller chercher. Et dans la religion des droits de l'homme, les deux. Parce que, l'OTAN, mais ce qui nous lie aussi dans ces traités absolus du droit, comme on le voit, le droit au regroupement familial, qui maintenant, sous l'impulsion de tous nos traités, nos appartenances, nous oblige maintenant à reconnaître les enfants des enfants, si l'homme a plusieurs femmes, et même les cousins, et même les parents, et on doit faire venir tout le monde au nom de cette religion-là. Donc les États ne sont même plus maîtres, en fait, de leur destin
du sens voilà, qu'ils veulent donner à leur nation et de qui doit venir ou pas dans leur territoire. On a tout perdu. Et là, je sens qu'on est au dernier stade de l'attaque de l'identité, c'est ce qui nous reste. C'est vrai qu'on laisse en fait cohabiter sur le même territoire des gens qui ont une vision politique ou une volonté politique complètement différente. Et en réalité, la volonté politique, c'est aussi ce qui forme une nation, une cohérence en tout cas d'une nation. C'est un ensemble qui va dans la même direction, quoi, qui cherche le même objectif politique, en tout cas de société. Et effectivement, là, on mixe, on brasse en fait différentes visions politiques, différentes, et forcément, ça ne pourra pas cohabiter éternellement. Parce que là, on sent qu'on va vers, en tout cas, voilà, ces confrontations, ces espèces de chaos social généralisé, des pays d'Europe qui sont... alors là, pour le coup, je vois en Suède, il y a des émeutes là, depuis plusieurs jours, ça s'est un petit peu calmé là, mais ils avaient brûlé des voitures, il y a des villes complètement incontrôlables. On parle beaucoup de la ville de Malmö, on parle beaucoup de Göteborg, on voit des choses comme ça qui sont en train de se généraliser, parce que ces images-là, on ne les voyait pas en Suède, faut pas non plus... on ne voyait pas ces images d'émeutes, voitures brûlées, on apprend qu'en Suède, il y a des endroits où les flics ne vont plus. La même chose apparemment en Allemagne aussi, en Allemagne où on serait confronté à des situations similaires. En France, elles existent, mais on ne veut pas les voir, soyons clairs. Il y a une espèce d'hypocrisie, depuis longtemps, ces zones existent en France, mais ça ne fait pas l'objet d'un vrai débat parce que c'est, je pense, l'aveu d'échec. On ne veut pas avouer qu'il y a un échec total dans ces zones-là, et franchement, c'est se masquer les yeux, parce que le problème est là. Le problème, j'ai l'impression qu'il est là, et enfin, je le sais qu'il est là, je le dis, je le vois, on peut même le parler, mais il n'y a pas de conscience politique là-dessus. En tout cas, peur ou... quand je dis conscience, finalement, je pense qu'ils sont conscients, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas savoir. C'est impossible. Mais peur politique, parce que effectivement, quand on va sur ces thématiques-là, il y a des coups de bâton à prendre, attention. On sait qu'au bout, c'est un chemin, il faut y aller sur ce chemin. C'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, également sur lesquelles tu vas avoir encore une fois, ces antiracistes, etc., puisque ça va être les premiers défenseurs, en fait, c'est les premiers à t'attaquer, justement, si tu soulèves des questions un peu taboues comme ça. Mais malheureusement, en fait, vont toujours être dans l'accusation, les influences extérieures, etc. Et malheureusement, qui oublient, entre guillemets, un petit peu de se dénoncer eux-mêmes et de corriger quelque part. S'il y avait, disons, une communautarisation à faire, qu'elle se fasse au moins dans l'aspect positif, c'est-à-dire honnêtement corriger des comportements qui ne vont pas, se poser la question aussi de l'autre, qu'il faut le dire, et aussi, si ce n'est plus légitime dans son espace, je dirais, que soi. Donc, malheureusement, ils se posent pas ils braquent pas suffisamment les projecteurs sur leur propre communauté, en fait. Et je pense que ça, on gagnerait à le faire plutôt qu'être dans l'accusation systématique des forces extérieures. Tu connais le topo, je veux dire, c'est la colonisation, c'est un coup c'est ça, un coup c'est sioniste, un coup c'est ceci, un coup c'est machin. Et ça, honnêtement, c'est pas une démarche très digne déjà. Et honnêtement, on gagnerait certainement à faire de l'autocritique plus que de la dénonciation comme ça. Ouais, constante, parce que j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de ce discours de victimisation. Il y a ça aussi, ça, en plus, le discours depuis les années 80 qui a été l'idéologie antiraciste portée par SOS Racisme, etc. C'est aussi long, enfin ça a duré aussi longtemps que ça. Oui, c'est depuis les années 80 qu'on nous a imposé ce discours-là jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'on arrive au bout de ce cycle, même si ils n'en sont pas sortis de cette boxe-là dans le monde médiatique, mais je sens des fissures, que tout ça est en train de... C'est possible. Il y a une espèce de masse comme ça quand même qui est en train de pousser. J'imagine, ça tiendra pas. Moi j'imagine que pour certains ça doit être l'effet d'une grosse claque quand même, puisqu'il n'y a pas très longtemps ils étaient encore dans toute cette idéologie-là de victimisation, etc. Donc je pense que certains risquent de prendre une grosse claque quand même là-dessus. Mais ce serait que pour le mieux, parce que ça suffit, comme tu dis, on est arrivé à un moment où on ne peut plus recevoir ce genre d'excuses-là, ce genre de machin.
il va falloir un peu changer de logiciel. Changer de logiciel, voilà. On a vu ce que ça a donné, on fait ça, donc essayons autre chose, quoi, parce que là, on voit ce que ça produit, et franchement, ça nous mène dans le mur. Et la seule option viable, honnêtement, pour des personnes qui souhaitent, en tout cas, continuer à cohabiter ou à vivre en France, etc., c'est d'adopter, je dirais, une vision politique collective, mais avec le reste de la population, pas dans son coin, à vouloir se communautariser, fonctionner en communauté, etc. Ça ne pourra pas marcher, pas en France en tout cas. Pas en France, parce qu'en plus, la France, elle porte en soi, dans sa conception, un universalisme. La France n'est pas une nation ethnique. Ça, on a beau le répéter 100 fois, 200 fois, 500 fois. Alors évidemment, on sait qu'il y a des ressorts aujourd'hui, les groupes dits identitaires, et que moi j'interprète, je le dis, comme des réactions de défense immunitaire. Parce que ces gens-là, je les comprends, parce que quand tu es un petit blanc dans les banlieues, c'est pas forcément facile, et cette souffrance-là n'est pas entendue, personne ne veut l'entendre, surtout pas. On leur dit, voilà, on n'a jamais vu de témoignage de petits blancs pour nous expliquer ce qui se passait vraiment dans les banlieues quand tu étais un blanc et que tu étais victime de racisme. Parce que ça dérange, ça vient contrecarrer l'idéologie antiraciste. C'est contre l'idéologie d'État. Donc on dit non, ça n'existe pas, on préfère ne pas le voir. Et cette souffrance réelle, je comprends qu'elle est donnée, elle est produite, in fine, des gens qui se sont dit, les seuls gens sur qui je peux compter, ce sont ceux de ma race, entre guillemets, de mon ethnie. Alors, c'est pas toujours vrai, évidemment, on s'en rend compte aussi, mais je puis comprendre cet état de ces mouvements qui sont en plus très récents. Cette mouvance-là n'a jamais été vraiment très présente en France. C'est un truc, plutôt, je trouve, plutôt récent, mais qui est normal, je trouve, dans le contexte, qui est une réaction. On disait que c'est vrai que les générations précédentes ont visiblement eu un peu moins de mal à plutôt assimiler, je dirais, toute la France, en fait, ou s'assimiler en tout cas en France. Et c'est vrai qu'au fil des années, tu as l'impression que les générations, plus elles sont jeunes aujourd'hui, et moins elles font, je dirais pas cet effort, mais en tout cas, c'est moins naturel, si tu veux, l'intégration, l'assimilation en France au fil des années. Et il y a autre chose encore sur toujours ce même antiracisme. Si tu veux, il y a également un autre truc à noter, c'est qu'il y a des personnes visiblement qui ne peuvent pas dégager complètement de leur vision la question ethnique ou la question culturelle, etc. Mais à ces gens-là, s'ils sont dans une vraie démarche de cohérence, qu'ils fassent le nécessaire aussi peut-être pour quelque part faire revivre leur propre paradigme ethnique, et puis faire le chemin inverse peut-être aussi. On parle parfois, et c'est un sujet tabou aussi, mais de remigration. Bien sûr, et alors c'est très mal compris, mais c'est juste des gens qui sont en cohérence. Mais c'est ce qu'a fait Kémy Séba. Par exemple, exactement. Il a fait un exercice, c'est une remigration. C'est un bel exemple de cohérence, justement, exactement. Il a été au bout de sa logique. Moi, c'est pour ça que je respecte absolument sa démarche à Kémy, parce que je le trouve courageux et au moins cohérent. Il a le bout d'une cohérence. Il a dit, je n'ai pas ma place dans cette société parce que, pour les raisons qu'il explique, de différences ethniques qui, selon lui, sont fondamentales pour se faire accepter dans le sens. Et il a dit, je retourne dans la société dans laquelle je me sens à ma place. Et je trouve qu'il y a une cohérence absolue dans sa démarche. Ça, c'est clair. Et c'est que celui qui reste ici doit dire, je reste ici, donc je fais le choix d'ici. Et donc, je dois me conforter, m'assimiler à ce qui se passe ici. Donc, c'est ça, pour moi, la cohérence totale. Et j'ai l'impression que, justement, ce qui est bien dans ces attaques, plus on avance, plus les gens sont obligés de faire ce choix dans cette cohérence. En tout cas, on va de plus en plus arriver, en tout cas, où on va se retrouver devant ça. Ce choix, il faut presque qu'il devienne évident. C'est, je vis ici, je m'enracine ici, je m'assimile. Ou alors, non, je ne veux pas vivre ici, non, je ne veux pas m'assimiler. Je fais un chemin inverse de remigration vers là où je me sens à ma place, en fait. Mais c'est un discours qui est tout nouveau, faut se rendre compte que là, on est... bien sûr. Qui est tout nouveau, vraiment, dans le... J'ai envie de dire, c'est pas du tout la doxa, on a des années-lumière de ça, à la BFM, on serait déjà... le journaliste nous aurait stoppé déjà. Attention, de quoi vous parlez, vous voulez remigrer les gens. Parce que quand tu dis remigration, dans leur esprit, c'est déportation, tu vois, on est toujours la Seconde Guerre mondiale n'est jamais très loin. On va te dire, vous voulez refaire des camps, déporter les gens. C'est vrai que c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on s'appuie par exemple beaucoup sur
effectivement, l'Afrique et ce qu'elle a connu. Par exemple, encore une fois, je suis obligé d'en remettre une couche sur les antiracistes, mais ils s'appuient beaucoup sur le pillage de l'Afrique. Bon, tu connais, quoi, la colonisation, etc. etc. Mais derrière, si on a justement, qu'est-ce que ça traduit, le fait qu'on s'attarde là-dessus, c'est peut-être un vrai attachement profond avec les ethnies d'origine, je sais pas, l'Afrique en général et tout. Donc, la démarche cohérente, c'est peut-être d'aller en Afrique et de développer ou de réaliser finalement son rêve ou son projet politique. Parce que je pense que beaucoup d'entre eux, c'est de ça qu'ils rêvent, c'est probablement en tout cas d'une Afrique, je dirais au moins égale aux autres grands continents. La démarche cohérente pour moi, peut-être que ce serait effectivement d'aller développer ça en Afrique, mais pas de rester systématiquement depuis des années, alors qu'on a grandi, vécu et qu'on est né en France, s'attaquer simplement aux Occidentaux. À la France. Parce que c'est une posture incohérente, mais qui pourrit le débat national. On le sait, et qui n'aide pas du tout les Africains, finalement, ceux qui seraient peut-être les plus proches de ces personnes-là, qui visiblement n'ont pas l'intention véritablement de vraiment faire la France. Dans ce cas-là, la démarche cohérente, c'est celle que tu évoquais de Kémy Séba par exemple, qui est totalement cohérente là-dessus, et ce serait ça. Mais par contre, tu vas leur parler de remigration, là, ils vont se braquer. Faut être dépassionné quand on aborde ces sujets-là, il faut être calme, parce qu'en réalité, c'est juste aller au bout de la cohérence de sa volonté politique. Et voilà, donc c'est faire ce travail-là. Et puis, si on ne souhaite pas le faire ou qu'on n'a pas les moyens de le faire, le minimum, c'est de la fermer, au moins. Non, parce que c'est vrai que cette posture, ce monde multiculturel, sur le modèle anglo-saxon qu'on nous impose, on voit les conséquences. Et que quand on voit les États-Unis ou le Brésil ou quoi, on se dit que c'est pas forcément des sociétés idéales et c'est pas forcément l'avenir de la société dans laquelle on a envie de vivre. Et ces questions-là, on nous empêche d'y penser parce que c'est un peu comme avec l'Union européenne, ça remet en cause le système. C'est-à-dire tu peux avoir des critiques du machin, mais tu n'as pas le droit de remettre en cause le système fondamentalement. Et quand je trouve que tu formules un peu ces analyses, tu remets en cause toute l'idéologie antiraciste, mais tu remets en cause évidemment tout le principe de la société multiculturelle. Ouais. Et ça, c'est fondamental parce que la société multiculturelle, c'est le cheval de Troie de la destruction de l'identité. C'est-à-dire que le multiculturalisme, c'est la version, je trouve, présentable, soft, de ce qui est en fait le broyeur d'identité. En nous disant, c'est le multiculturalisme. Et au plus, au nom de... c'est toujours des super valeurs. Tolérance, liberté, égalité. Voilà, c'est toujours des trucs, honorables. Il y a un truc aussi beaucoup sur lequel s'appuient les défenseurs antiracistes et compagnie. C'est effectivement, tu sais, la différence de traitement de certaines communautés, d'une communauté en particulier pour ne pas la nommer, et le traitement, disons, d'autres communautés. Et ce truc-là, c'est vrai qu'ils vont beaucoup appuyer dessus, et donc effectivement, parfois, ça leur donne, en fin de compte, ça peut leur donner effectivement un bon argument, mais il y a ce fait-là aussi, on n'est pas une communauté une et indivisible en France, tu vois. Et effectivement, on a quand même des éléments qui indiquent qu'une certaine communauté est traitée avec des faveurs, tu vois, avec beaucoup plus de faveurs en tout cas, que d'autres. Et ça donne ce sentiment d'inégalité, justement. Et c'est vrai que derrière, ils vont s'appuyer sur les armes de la République pour appuyer là-dessus. Bon, y a ce fait-là, effectivement, qui, je pense, en tant que Français, on a une responsabilité de régler aussi ce fait des différences de traitement selon les communautés. Voilà, il ne devrait pas y avoir du tout de différence de traitement, mais pour le moment, on est bloqué avec ça, mine de rien. Tu vois. Et on me dit, tu vois, justement, c'est intéressant, on me dit, croyez-vous vraiment qu'ils ne soient pas conscients du chaos qu'ils installent? C'est-à-dire, est-ce que, tu vois, ça c'est la grande question aussi, justement dans l'aspect politique qui n'est jamais abordé, parce que, comme je le dis, on n'aborde jamais les questions politiques liées à cela. Et pourtant, les questions politiques, elles nous démontrent que, oui, ils sont liés, ils sont complètement liés, puisqu'ils sont conscients des lois, ils sont conscients de ce qui se passe. J'ai vu récemment un article qui traitait du renseignement militaire français, qui était apparemment sur des opérations de mission en Méditerranée pour surveiller les côtes libyennes, et qu'ils savaient parfaitement, grâce évidemment aux satellites, aux machins, aux renseignements et toute leur technologie, ils savent parfaitement où sont les camps de migrants, comment
ils sont acheminés. Ah ouais. Ils expliquent ça parfaitement. Le chef du renseignement explique ce sont des bateaux qui quittent la Libye et qui appellent carrément les gardes-côtes italiens pour... Ouais, non, mais c'est surréaliste. Hein. Ils t'expliquent, ils disent, ils appellent les gardes-côtes italiens, ils balancent les bateaux et c'est les Italiens qui doivent évidemment envoyer un bateau pour venir récupérer le bateau, machin, etc. C'est complètement surréaliste. Donc, on est quand même dans un truc, moi, je me dis... Et ensuite, ces gens-là sont ramenés en Italie ou... Non, mais là-dessus, c'est très intéressant. Il y avait même, ici même, je crois, Geroid Colmain, là, qui avait parlé de ça, où il évoquait une thèse, d'ailleurs, d'une universitaire américaine, qui parlait des vagues migratoires comme arme de guerre, en fait. Tout à fait. Que ça fait partie, et ça, honnêtement, elle est très intéressante, sa thèse. J'ai plus le nom de la personne, mais en tout cas, Geroid Colmain fait référence à elle, et c'est vrai qu'elle fait un listing de ces 50-60 dernières années et de tous les conflits armés qu'il y a eu, et derrière l'utilisation des vagues migratoires qui ont suivi. Voilà. Donc on sait très bien que, par exemple, même la Turquie, tu sais, ouvre et ferme les robinets comme elle veut. Erdogan ne fait que ça, il nous fait un chantage permanent. C'est une arme politique. Il nous braque des milliards puisqu'il nous demande machin, il demande des exigences pas possibles. Des visas. C'est un vrai chantage avec cette histoire de migrants, la Turquie. Ils n'arrêtent pas. Donc on peut penser que derrière, il y a d'autres États. Je sais pas comment la Grèce. Je vais avoir les Turcs sur le dos d'ailleurs, je dis ça parce que tu sais, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Turcs qui non, mais il y a des choses. Ils n'aiment pas. Alors les Turcs sont nationalistes. Ah bah bien sûr. Je te l'apprends pas, un peu comme les Algériens, mais alors x10. Et les mecs, quand tu fais une critique de la Turquie, c'est tous douloureux, les Turcs sur le dos, c'est pas la Turquie, machin. Mais je le dis, Erdogan, je suis désolé, ami turc, mais il fait de chantage à l'Union européenne. Je comprends que ça puisse être douloureux, mais déjà, en France, on a une autre lot déjà aussi de critiques, c'est bon quoi. Oui, voilà, je le dis pour les Turcs, avant qu'ils se fâchent, tu vois, oui, vous critiquez la Turquie parce que tu n'as pas le droit de critiquer. On critique. Clairement, c'est une arme politique. Hein, les migrations, les vagues migratoires, c'est des armes politiques. C'est des armes politiques. Et en fait, on voit systématiquement. Puisqu'on parlait justement, est-ce qu'ils sont conscients, est-ce qu'il y a une conscience de ça? En tout cas, il y a une conscience politique. Ça me paraît évident. Les politiques savent parfaitement ce qui est en train de se passer. Il y a de la stratégie. Ils le savent parfaitement. Est-ce qu'ils ont tous les moyens pour la contenir? Ça, je ne sais pas. Je le dirais, je ne sais pas. Parce qu'en fait, les moyens, ça voudrait dire quoi? Il faudrait avoir des moyens juridiques. Ils n'existent pas, puisque par définition, avec tous ces traités, imbriqués les uns dans les autres, on est obligé d'accueillir les gens. En fait, on se retrouve dans une situation où en fait, les traités européens nous obligent à prendre ces gens en charge. Et d'ailleurs, les directives même du ministère, elles vont dans ce sens-là, puisqu'ils ont tendance aujourd'hui à ne pas faire en fait de différence, c'est-à-dire chaque migrant n'est plus considéré comme clandestin. Une espèce de glissement juridique qui fait qu'en fait, un migrant aurait prétendument un statut de réfugié de base. Parce qu'avant, c'était bien défini, ce statut de réfugié politique. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Tellement que, dans le rapport de Médecins sans frontières, ça, vous pouvez aller le vérifier, il n'y a que 13% des gens qui ont un vrai statut de réfugié politique. 13%, les autres ne l'ont pas. Et il y a les mêmes stats en Allemagne, en Suède. D'ailleurs, l'Allemagne se retrouve confrontée un énorme problème, puisqu'ils ont 500 000 expulsables, en fait, qui ne rentrent pas dans le cadre d'un statut de réfugié politique. On peut imaginer même un nouveau statut légal pour le migrant. Mais ça va être ça, in fine, on a un statut migrant, tu vois. Je sens qu'il y en a qui doivent certainement aussi être frustrés, qu'on n'évoque pas aussi, évidemment, les causes aussi derrière, également stratégiques aussi de ces vagues migratoires, mais bien sûr, c'est des interventions militaires, des ingérences, etc. Il y a la conséquence, l'intervention, évidemment, mais catastrophique. Derrière, la Libye, la Syrie, derrière, l'Irak. Ils rattrapent le truc, ils rattrapent les conséquences, ils les manipulent, c'est évident. Mais effectivement, il y a des causes, c'est pour beaucoup, en tout cas, les ingérences de l'OTAN. Bien sûr, mais ce qui est un peu insupportable, c'est que la propagande, en fait, pour que les peuples européens acceptent, c'est de leur expliquer que ce sont des réfugiés de guerre. Et moi, je pense que... Ça passe par le pathos, mais en plus, pour être clair, c'est vrai que dans la psychologie des peuples européens qui ont connu 2 guerres mondiales, qui ont connu ces phénomènes migratoires, de réfugiés de guerre, fondamentalement, je pense qu'ils l'acceptent. Les pays européens acceptent le fait que des gens se réfugient. La France a toujours une tradition. On a accueilli les exilés de la guerre d'Espagne. On a accueilli les exilés du génocide arménien. On a toujours eu cette tradition. Ça, c'est vraiment inscrit dans on va dire, l'ADN culturel français. Et même beaucoup de pays européens, parce qu'on a cette tradition-là. Mais là, on comprend bien
que tout ça est très organisé justement par la propagande pour nous expliquer ça, mais que la réalité des faits nous montre qu'il s'agit plutôt de Soudanais, d'Érythréens, de Somaliens, et beaucoup de Maghrébins, qui sont, on sait qu'il y a des filières avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, donc des gens qui sont pas en guerre, donc clairement, là on voit qu'il y a une espèce, tu vois, de mafia en plus, ils le disent clairement, le renseignement d'ailleurs en Magin, qu'il y a la mafia qui organise évidemment, parce que les gens en plus payent, tu vois, pour passer avec des passeurs, etc. Enfin, c'est tout un business. C'est vrai qu'avant d'imaginer un peu les migrants comme une masse de réfugiés, tout ça, faudrait aller voir en fait sur place. Et c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de le faire, j'espère que certains aussi, mais aller voir sur place dans les camps de réfugiés, etc., un petit peu les différentes nationalités ou les différentes personnes qui y sont. C'est vrai que c'est pas toujours juste des réfugiés syriens. Alors on me dit, c'est vrai, il y a quelqu'un qui me dit, oui, les migrants sont un peu, alors je vais te lire, il me dit, une partie des migrants ne sont-ils pas des victimes collatérales des politiques étrangères que nous caustions depuis des décennies? Il y a beaucoup d'Afghans qui ont connu une guerre injuste, par exemple. N'aurait-il pas une certaine soif de vengeance, pas forcément légitime, mais compréhensible? Alors, moi, ce que je lui répondrais, je veux bien, mais si on prend la considération, je me mets dans la peau du gauchiste de base. Les arguments qu'on m'a toujours dit. On me dit, c'est des humains. Ben, s'ils sont si humains et que nous, au nom de l'humanité, on doit les accueillir, c'est exactement ce qui se passe. Ces gens-là sont accueillis, logés, nourris, on leur donne de l'argent, ils ont des appartements, ils sont, etc. Donc, normalement, ce qui devrait, en retour, avoir comme attitude, c'est de dire merci et d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance vis-à-vis des gens. Mais on voit bien que justement, quand il dit il y en a qui ont la haine, moi je trouve que c'est pas justifié parce que cette haine, autant on peut. Alors après, dans ce cas, on est dans des ressorts politiques, oui, c'est vrai. Et nous-mêmes, on le sait, Européens, beaucoup d'Européens, on s'est opposés à ces guerres. On ne va pas dire ces guerres ont été faites contre les peuples européens. Si on avait dû faire un référendum, j'en suis certain, pour les guerres en Libye ou quoi, les Français seraient contre. Déjà, les peuples européens, on le sait, même tous les experts, ils sont foncièrement justement contre les guerres, parce qu'ils ont été traumatisés avec ces deux guerres mondiales. Donc, la guerre étant vraiment une option qu'on ne veut pas entendre parler en Europe. On en est devenu, justement, certains pensent même ce travers hyper pacifiste du on ne veut tellement pas la guerre qu'on ne voit même plus les réalités au nom de on ne veut pas la guerre. Tu vois, tellement ça va loin, justement, ce on ne veut pas la guerre. Hein, donc, profondément, les peuples européens ne veulent pas cette guerre. Ces guerres, elles ont été faites par des intérêts de dirigeants collabos corrompus. Hein, Sarkozy, d'ailleurs, il est attaqué, j'ai vu, par des associations. Beaucoup d'ONG se retrouvent. Il a été mis en cause par le rapport de la chambre parlementaire anglaise qui montre et qui pointe les responsabilités dans l'affaire libyenne. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'en fait, il est allé faire cette guerre, on le sait nous-mêmes, au nom d'intérêts de placement beaucoup plus grands, mais il se retrouve maintenant à porter le chapeau pour tout le monde avec les fonds libyens qui lui ont été donnés, on le sait, sa campagne présidentielle, enfin il se retrouve vraiment à porter le plateau de ça, alors quand bien même, pour ceux qui s'intéressent, Clinton, elle est pas loin dans cette affaire libyenne, elle a énormément. Parce que Julian Assange, clairement, lui, il dit il accuse, via les mails qui ont été publiés, que c'est elle qui a chapeauté toute la guerre, qui a été la grande instigatrice, qui a été l'espèce d'outil politique qui a permis cette guerre en Libye, clairement. Parce que penser que c'est Sarkozy qui allait faire la guerre tout seul, ça aussi, c'est complètement naïf. C'est une guerre américaine, c'est l'oligarchie, la France n'étant qu'un comment on appelle ça, tu sais, comment on appelle ça, c'est celui qu'on délègue, celui qui fait le sale boulot, quoi, tu vois, on nous a délégués comme pour faire ce sale boulot, mais on n'a en aucun cas le patron, tu vois, et on est allé faire un prête-nom presque, voilà, se mouiller d'ailleurs dans cette affaire lamentable, parce que la Libye, évidemment, c'est lamentable, les conséquences sont lamentables, les migrants, évidemment, sont une conséquence. Kadhafi l'avait dit en plus, tous ceux qui prenaient pour un fou, c'est vrai qu'il avait quand même beaucoup de lucidité, parce que justement, il avait dit, mais ces Européens sont fous, parce qu'en détruisant l'État libyen, vous allez faire déferler l'Afrique chez vous. Il l'avait dit. Alors, voilà. Tout à fait. Après, est-ce que beaucoup d'entre eux, ou quelle proportion d'entre eux, disons, ont cette rage, tu sais, cet esprit de revanche envers l'Occident, je ne sais pas. Je sens, en tout cas, je sais que les vrais réfugiés, ceux qui fuient réellement, tu sais, ces zones de guerre, eux, généralement, s'en sortent beaucoup mieux, en tout cas. Petite précision, tu le vois bien, souvent les réfugiés de guerre syriens,
Voilà, ce sont des familles. Des familles, voilà. exactement. Alors que les Soudanais, il ne faut pas me raconter de conneries, c'est que des hommes seuls. On a tous vu, on voit les images. Tu vois, encore une fois, on parlait tout à l'heure, le décalage entre l'observation, ce qu'on voit, et puis ce qu'on nous raconte. Tu vois, dans les médias, on nous vend cette sauce, oui, c'est les réfugiés de guerre et tout, mais on voit bien que c'est pas des familles. Alors qu'il y a quand même un bon sens. Demain, il y a une guerre. Tu vas emmener ta famille. Tu partiras jamais sans ta mère, sans tes sœurs, sans tes frères. On le sait, c'est comme ça que ça va se passer. J'emmènerai tout le monde. On va jamais laisser un neveu, un machin derrière. C'est ça. Donc on arriverait tous ensemble. Et ce qu'on devrait voir des vrais réfugiés de guerre, mais c'est ce qu'on avait vu à l'époque, c'est voir arriver des familles, des hommes, des femmes mélangés, des enfants, des machins, des grands-mères, des vieillards, des vieux monsieur, machin. On part en famille. On laisse pas crever les gens. J'ai jamais vu ça. Donc on va me dire que tous ces mecs-là, ils sont venus, ils ont laissé leur famille crever sous les bombes, et puis eux, ils sont barrés. Ah bah bravo, on prend la crème de la crème. Non mais ça veut dire qu'on a pris les mecs qui fuient et qui machin, qui ont laissé crever leurs femmes et leurs fils et leurs enfants et leurs cousins et leurs... Il y a des pays, tu sais, quand il y a eu tout ce moment où il fallait des quotas, ça l'est toujours, mais il fallait des quotas de migrants, etc. Des pays, en tout cas dont un pays que je connais bien, mais en Europe, en Pologne par exemple, ils ont fait un tri sur le volet des migrants qu'ils acceptaient. Ils ont trié et puis ils ont accepté que des familles, justement, tu vois. Et un petit nombre en plus, tu vois. Mais ils ont accepté uniquement des familles, donc trié sur le volet. Tout ce qui était pas famille, en fait, derrière. Parce que j'ai l'impression que les familles, ça fait quand même un peu plus crédible, quoi, que des armées de mecs comme on a vu. Surtout si derrière, tu as des histoires de criminalité. Comme c'est le cas, il y a de la délinquance qui a explosé. Parce qu'on ne nous permet pas de parler de ça non plus. C'est-à-dire que, puisque le lien, évidemment, corrélation entre délinquance, immigration, interdit, là, on est déjà on a déjà franchi les limites, là, on est hors d'Oxa, on est déjà chaud. Voilà. Et pourtant, encore une fois, ça c'est l'observation. On est tous à l'observation, on dit mais c'est une évidence. Observation et statistique, parce que pour le coup, on sait que l'Allemagne, la Suède et tout, cachent les statistiques de police. Ils ne veulent pas absolument, parce que tout se confirmerait. Comme on l'a vu en Norvège, où il y avait eu une explosion ces 2 dernières années des agressions sexuelles, et 100% étaient commises par des immigrés. Et la statistique a fait scandale là-bas, le lendemain. Non. Et le lendemain, la réaction justement des autres pays, c'est quoi? C'est de cacher leurs statistiques. Parce qu'ils se sont dit, les petits malins qui vont aller voir, mais c'est quoi les statistiques chez nous, tu vois? Et du coup, en Suède, ça a fait scandale, en Allemagne aussi. On avait vu pendant la fameuse affaire à la gare de Francfort, où il y a eu... oui, d'accord. Voilà, mais en fait, c'était dans toute l'Allemagne, on a découvert au Nouvel An, où la police, carrément, a caché l'affaire. La mairie aussi a caché l'affaire. C'est le scandale Internet qui a fait exploser le truc. Ils ont cette volonté, alors... Certains, justement, au coin. Mais dans quel but la trouille, la paix sociale, la fameuse paix, justement, surtout pas la guerre. Parce qu'ils ont l'impression que peut-être que si on décrit la situation telle qu'elle est, qu'on explique les choses, on va rompre une paix sociale. Mais moi, j'ai l'impression qu'on se ment. Parce qu'en fait. On fout la misère sous le tapis. En fait, oui, c'est ça. Mais tu sais, sous le tapis, au bout d'un moment, ça va péter, quoi. Tu vois. Le tapis va péter, ça va sortir. C'est un peu reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir le problème. Et j'ai l'impression que justement, on recule. Ah, non, on voit pas. Mais à un moment donné, on va tomber dans le précipice, quoi, tu vois. Et qu'on ne va pas comprendre ce qui nous arrive. Il y a ce risque-là, c'est clair. Et on le voit qu'on se dirige vers ça, vers ces tensions-là. Et c'est ça qui. Espèce d'aveuglement. Alors justement, moi aussi je me pose la question, parce que je me dis à la fois nos dirigeants sont conscients, parfaitement informés, ne peuvent pas ignorer la situation, on le sait, on a toutes les preuves maintenant aujourd'hui ça se fait en toute conscience, donc il y a une forme pour moi de collaboration déjà de ces gens-là, mais en plus de ça, je pense qu'il y en a d'autres, au-delà du collaborer, ils ont aussi peur. Enfin, ils ont aussi, on conserve. C'est vrai que c'est pas évident quand on est le maire d'une ville, on doit garder un consensus dans une ville. Je comprends la responsabilité quand tu es à la tête comme ça quand même d'une institution comme une mairie ou un député, et que tu dois tenir au sens que tu dois quand même porter un espèce de consensus auprès de toute ta population. C'est vrai que c'est pas évident. Je sais que ces maires-là sont confrontés à des réalités, parce qu'eux, ils ont le quotidien dans la figure. Donc, mais comme le débat est interdit, je pense qu'ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre. C'est ça le truc. Ça ne leur laisse justement aucune marge de manœuvre. Alors qu'on a besoin, au contraire, je pense, d'ouvrir le débat et de mettre les choses sur la table, parce que c'est le seul moyen
pour trouver une solution, en fait. Si on pense qu'il n'y a pas de problème, on se plante. Parce que c'est ça, hein, les autres en face, le fait justement qu'on n'en parle pas, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu sais bien ce dont on ne parle pas n'existe pas. Donc les médias n'en parlant pas, machin, ça n'existe pas. Mais j'ai l'impression qu'on arrive au bout un peu, tu vois, de cette logique et que tout s'entrechoque actuellement, justement, dans ce délire-là. On ne peut plus... le déni... ça ne marche plus, ça marche plus comme avant. Qu'on doit faire face à la réalité, le plus vite possible, bien sûr. Et puis du coup, t'as le Manuel Valls maintenant qui se représente. Qui se représente à l'élection. C'est bien parce qu'il va être confronté à son bilan, hein, Manuel Valls. En fait. Donc c'est vrai qu'il y avait tout. Hollande, il a été complètement piégé par sa gauche. Les primaires, les frondeurs, avec cette histoire de primaire l'ont piégé. C'est pour ça que le gouvernement, depuis le début, il n'en voulait pas. Hollande, je pense qu'il se serait bien vu, c'est évident, dans un « je reprends le flambeau », voilà, l'histoire, machin. Bon, là, c'était un piégé pour lui, miné, si j'ose dire. Tu vois, avec cette histoire de primaire dans les pattes. Parce que primaire, il était impossible pour Hollande. Et on ne savait pas, hein. Franchement, on n'avait plus qu'à s'installer avec les pop-corns. On aurait eu le Star Academy de l'année, t'imagines, avec le président de la République devant ses plus fidèles ennemis de son propre parti, dans une élection, machin, où il va se retrouver comme un collégien dans un pupitre à défendre. Non, moi j'ai fait... Enfin, ça aurait été surréaliste. Et tu sais, ce serait quand même fou, mais de chez fou quand même, que la gauche ou le Parti Socialiste puisse accéder au deuxième tour quand même dans cette élection. C'est-à-dire que ça voudrait dire ils vont miser, là on voit bien ce qui se profile. Alors c'est marrant parce qu'on nous vend le même match qu'on a vécu avec l'UMP, enfin les Républicains, c'est pareil, avec l'histoire on nous avait vendu Sarkozy-Juppé, et cette fois on nous vend donc Valls-Montebourg. Donc ça veut dire que là on nous vend déjà le match Valls-Montebourg. On va voir ce que ça va donner, parce que pour le moment, ils sont complètement plantés à chaque fois. Donc, Valls, apparemment, il n'a pas une côte de fou, on le savait très bien. Il doit assumer quand même tout le bilan de Hollande. Je ne sais pas comment il va faire pour s'en détacher. Alors, j'ai vu son annonce présidentielle. Alors, il a fait ça à Évry, dans sa mairie, entouré de la diversité. C'était une pub pour Benetton. Là, on est au cœur du sujet. T'es obligé de voir que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Sous-temps de Valls, on ne pourra pas nous la faire à l'envers. Ceux qui s'en rappellent, quand il se balade sur le parvis de sa mairie, je veux plus de white, plus de blancos. On n'invente rien, ce sont les images de la télévision. Donc, Valls, là, par contre, alors c'est très intéressant, j'ai vu alors je me rappelle plus son nom, c'est une journaliste de BFM qui était à Canal+, ce petit journal, et qui fait toujours des reportages intéressants. Elle nous montre les coulisses, souvent. Elle a fait quelques trucs intéressants, elle nous avait montré les coulisses de la visite de Hollande, qui était complètement truquée avec une femme de tous les jours. Il était parti boire le café chez les Français et tout était truqué, elle nous l'avait montré. Voilà. Elle fait toujours des trucs comme ça, des petits coups qui sont assez sympas. Et là, elle nous montrait, donc elle a été truc de Valls, et on a bien vu, alors le reportage est sympa, on voit évidemment que c'est toute l'équipe de Valls, ses attachés de communication, tout son staff en fait de Matignon, qui place ethniquement les gens. Tu vois, c'est pour ça l'hypocrisie, leur putain de théorie antiraciste. C'est qu'ils arrêtent, ils placent ethniquement les gens, puisqu'ils choisissent parfaitement, et c'est visible à l'image, un blanc, un noir, un chinois, un machin. Et c'est le mec qui place les gens, et tout ça a été réfléchi, tout ça a été travaillé. Ne voyez pas le hasard, parce que j'adore les médias avec, tu sais, leur innocence. C'est la représentative de la ville d'Évry. Alors qu'on a su, grâce justement encore à cette journaliste, que finalement c'était des mecs du PS, des mecs de la mairie, des mecs de son staff. Donc quelque chose de bien travaillé, que les habitants étaient gentiment... on leur a demandé de venir, mais d'attendre dehors sur les écrans. Faut relativiser. Comme Macron, Macron avait fait sa déclaration à Bobigny. Et pareil, c'est dans le même esprit. La banlieue, on voit ces gens-là qui veulent séduire, tu vois. Ils vont à Bobigny. Mais à Bobigny, qu'est-ce qu'on apprend? Que en fait, c'est un parterre de journalistes et que le public
Alors ça, je me fie à une journaliste du Bondi Blog qui a écrit là-dessus, qui s'est rendue là-bas, et a dit justement, ils ont maintenu le public hors de la salle, on a laissé rentrer que les journalistes et les officiels, et tout ça est bien monté, et hop, donc il arrive en voiture, hein, oui, je suis à Bobigny, puis il s'en va tout de suite. Parce que ces gens-là, ils nous vendent la diversité, ils nous vendent leur multiculturalisme. Mais les endroits où ils habitent, Macron, il habite pas à Bobigny. Et je suis prêt à parier que là où il habite, il n'y a pas autant de diversité qu'à Bobigny. Hein, c'est un peu ça le truc. Donc c'est bien gentil de venir nous défendre tout le temps ce joli monde multiculturel où tout se passe bien. Mais la réalité, c'est que ces gens qui nous vendent ce monde-là ne vivent pas dans ce monde-là. Donc ils nous vendent Macron, il est bien gentil. J'ai vu, Macron, il explique carrément, faut anéantir le programme du CNR, faut ouvrir les portes. Ah bon. Allons-y gaiement. Lui, c'est Rothschild là derrière. Non, mais c'est complètement surréaliste. Et du coup, c'est un candidat de la gauche, Macron. Alors Macron, quand on y pense sur cet échiquier là qui est en train de se profiler, on n'a pas encore tous les pions là, entre guillemets, on est au début de la partie, mais je sens bien, pour moi, je vois cette oligarchie qui place ses pions partout. Un peu pour couvrir tout le spectre, tu vois. On est en train de couvrir tout le spectre politique. Donc, on a Fillon. Alors, Fillon, il est parfait. Je trouve qu'on a un candidat qui est absolument parfait pour la droite, parce qu'il est complètement sur la ligne oligarchique du point de vue économique. On va y aller à la hache socialement comme des Grecs. Je vais te couper ça, mon pote. Je veux dire, on va vous amputer la jambe, mais sans pitié. Il a dit, voilà, en 4 mois, il n'y a plus de France Bank. Donc, parfait. Et à la fois, ils ont trouvé le mec qui répond aux préoccupations identitaires. C'est-à-dire qu'on sait que les Français sont très inquiets de ce qui est en train de se passer, et Fillon répond à ça. Il répond bien à cette question-là. Il a été sur la ligne Sarkozy sans être dans la caricature. Il n'était pas dans les frites, le machin. Enfin bon, Sarkocho, voilà, Sarkozy, on sait, tout ce qui touche, ça devient du Jamel Comedy Club, quoi. Enfin, il nous rend tout ridicule, quoi. C'est comme Jamel Debbouze. Et en fait, Sarko, il a tout rendu ridicule d'un vrai débat, alors que Fillon, il a porté ça sérieux, voilà, machin, etc. Donc du coup, Fillon a récolté, en fait, toute cette droite qui finalement se reconnaît aussi dans ce truc-là. Mais là où c'est la grande faiblesse pour moi, mais on verra dans la campagne, c'est que Fillon, voilà, il nous porte ce truc-là, mais est-ce qu'il arrivera à faire passer la pilule aux fonctionnaires, à tous les gens de gauche ? Voilà. Et c'est peut-être là que ça va être intéressant de jouer avec le Front National. Parce que finalement, dans un second tour, Fillon, Marine Le Pen, Marine Le Pen apparaîtra à gauche. Enfin, les gens vont comprendre. Enfin, j'espère. Mais non, mais dans le programme politique, ça va être ça. C'est-à-dire que finalement, les gens de gauche, là, ce sera super intéressant. S'ils sont dans un deuxième tour, Fillon, Marine Le Pen, ils se retrouvent devant leur ennemi de droite qui leur dit « Je vais vous couper à la hache, 500 000 fonctionnaires, 100 milliards sur 5 ans, en 4 mois, je vous fais toute la mais c'est terminé pour vous !» Puisqu'il dit ça devant le MEDEF, je vais utiliser le 49.3, les ordonnances, tout ce que permet, il dit, la Constitution, la 5e République, pour faire passer le truc. Entre guillemets, il va vous la mettre, mais costaud. En plus, il est dit pendant l'été, et il n'y aura pas de coupure parlementaire, comme ça, les mecs, vous êtes tous à la plage, il y a les pires lois qui passent et tout, etc. Et donc voilà, Fillon, il propose vraiment un truc de traitement de choc. D'ailleurs, c'est marrant, tu sais, il reprend la thérapie du choc. Thérapie du choc. Il dit pas stratégie du choc, il dit thérapie du choc. Mais on a compris, d'ailleurs, il le dit clairement, puisqu'il s'inspire de Milton Friedman, il cite les Chicago Boys, Margaret Thatcher, c'est ses exemples. Donc clairement, il veut faire connaître une thérapie du choc à la France, et il l'annonce, c'est Dr Nock, il nous le dit, je vais vous faire un électrochoc, je vais le faire. Voilà. Et est-ce que les Français sont prêts à ça ? Avec Marine Le Pen, qui de l'autre côté, d'accord, c'est vrai qu'elle cristallise vraiment les haines contre elle, racisme, machin, bon, il y a encore beaucoup de ça, même si c'est en train de s'effriter, mais il y a encore vraiment beaucoup de gens contre elle. Mais est-ce que les mecs préféreront se dire, je vais garder mon job, et puis il y aura des drapeaux français partout, ou alors il y aura des drapeaux français partout, et je vais perdre mon job. Parce qu'en fait, ce qu'ils reprocheront sur la ligne identitaire de Marine Le Pen, finalement, un Fillon ne sera pas si différent. Dans les positions qu'il a aujourd'hui, j'entends, évidemment. Mais il ne sera pas si différent. Le choix ne peut pas se faire là-dessus, parce que celui qui va dire... Parce que Fillon, on l'a beaucoup attaqué sur les trucs, parce qu'il a été fort. Il a parlé de... la colonisation, on n'a pas à s'excuser pour faire partager notre culture.
Je peux te dire qu'il a fait une équipe quand même sur le dos. C'est pas fini, hein. Il a beaucoup de gens sont... voilà, c'est pas fini du tout. Et donc, du coup, Fillon, il est sur cette ligne-là qui, si on va au fond des choses, bah, pas tellement de différence avec le Front National. Sur cet aspect de l'identité, ils sont assez... On peut dire qu'ils vont trouver un terrain d'entente, ou en tout cas... ils se ressemblent. Ouais. Donc, du coup, ce qui va les différencier, c'est vraiment sur l'aspect économique, hein, entre une Marine Le Pen et un Fillon. Et là, pour le coup, ce qui est marrant, c'est qu'une Marine Le Pen apparaît à gauche. Tout d'un coup, puisqu'ils sont pour que l'État investisse, pour... En fait, c'est des mesures de gauche. Ce qu'on aurait douté, le Front National, c'est un programme social, hein, clairement d'inspiration de gauche, hein, gaulliste, limite. Hein, enfin, je dirais gaulliste, ça va les énerver, mais c'est un peu ça, quand même. C'est un peu... on veut mettre l'État, remettre les grands projets, l'État va s'occuper, ils n'arrêtent pas de répéter État stratège. Je les entends tous, État stratège, ils nous répètent tous ça, tous les mecs du Front National. Donc, ils ont une volonté de remettre l'État au centre un peu, quoi, le contraire d'un film. Parle de faire des référendums, des consultations. Exactement, oui, des référendums, des consultations. D'ailleurs, ça ne plaît pas à l'Union européenne. Hein. Il y a Jean-Claude Juncker qui a dit il faut interdire en Europe les référendums de consultation sur l'Union européenne. C'est la conception de la démocratie face à l'Union européenne. Parce qu'ils en ont marre des référendums. Bah là, justement, dans la transition, ce qui s'est passé en Italie, évidemment. Oui, Matteo Renzi. Matteo Renzi a été désavoué. Alors, parce qu'il y a eu 2 clashs ce week-end qui étaient importants. Il y a eu l'Italie et l'Autriche. Effectivement. Alors, on va parler de l'Italie d'abord. C'est vrai que l'Italie, c'est le nom qui a gagné, largement, avec, donc, à la clé... Matteo Renzi qui avait promis sa démission, mais il est revenu dessus, je ne sais pas si c'était... Oui, il a dit... Alors, il avait dit toute la campagne, je mets mon truc en poste, machin, je démissionne. Le soir où il a été désavoué, il a dit, bah, je démissionne, machin, lundi, je démissionne, c'est terminé. Et puis, après consultation avec le président, ils ont dit, bah non, finalement, je reste pour le moment. D'accord. Bah, parce que ils savent... ils ouvrent la voie, s'ils démissionnent, à des mouvements anti-européens. Ils ont 5 étoiles, le fameux mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo en embuscade. Et tout le monde... Alors, il y en a beaucoup qui conspuent ce mouvement-là. Je dois bien dire que François Asselineau, lui aussi, il en parle plutôt mal de Beppe Grillo et de 5 étoiles, parce qu'il relève qu'ils n'affichent pas clairement leur volonté de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc, ce qui reproche au FN et ce qui reprochait à Syriza à l'époque. Et pendant longtemps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont pris à lui en lui disant « Mais regardez, ça vous donne tort, Tsipras, etc. » Et finalement, tout lui a donné raison un peu sur cette affaire, parce que finalement, Syriza s'est lamentablement couché devant les intérêts européens. Il faut bien dire qu'ils ont une pression. On ne va pas mentir, on ne va pas se mentir non plus. Ils ont fermé toutes les banques en Grèce et tout. Il y a une pression... On n'avait jamais vu ça, une pression comme ça sur un pays. Enfin, il faut se mettre dans la tête des Grecs. Vous vous levez le lendemain, imaginons, nous, Français, on se lève, toutes les banques sont fermées. On fait quoi? Non, mais je veux dire, c'est quand même... Il y a eu une pression sur la Grèce après cette affaire de référendum, et qui a été quand même... Mais c'est terrible. Hein. Donc, j'imagine le bras de fer, en fait, avec l'Union européenne. Le petit poussé s'est fait écraser. Hein, on a quand même... Alors, Varoufakis, je sais que c'est pas un modèle de vertu, tout le monde... Mais quand il te raconte cette histoire où il va à l'Eurogroupe et qu'il se fait jeter lamentablement de la Réunion parce qu'on lui explique que l'Eurogroupe est informel et qu'il n'y a aucune disposition statutaire pour qu'il soit à la Réunion... tu vois ce pouvoir, mais comment on accepte ça, quoi. Ça va loin, c'est complètement hallucinant, c'est complètement surréaliste, et effectivement, en tout cas, c'est vrai que les analyses qu'Asselineau portait en lui disant, ben voilà, alors, c'est pour ça que je veux bien relativiser, peut-être qu'il y avait des envies, et c'est vrai que dans ceux qui étaient là, mais on voit que c'est pas allé au bout, on voit que ça a été une impasse. Et finalement, on se demande si Mouvement 5 étoiles, alors il y en a plein qui me disent « Oui, c'est payé par Soros, machin, bon, à voir ». Je ne les ai pas vus apparaître dans les mouvements des Soros Leaks. Je ne sais pas si toi, tu te rappelles de ça, les Soros Leaks. Non, je sais pas. Il y avait tout un tas d'associations payées par Soros. Je me rappelle pas avoir vu leur nom, mais peut-être, hein, mais il y avait plein de... Alors, dedans, il y avait par contre la LDH, le CRAN, le CCIF, etc. Ça, c'était bien établi. Mais j'ai pas vu Mouvement 5 étoiles, peut-être. Hein. Alors, si on me ressort le truc, j'ai re-regardé, mais je me souviens pas les avoir vus. Et en tout cas, on nous dit que c'est payé par Soros. Bon.
Ah bah ça va, écoute, En ça va Soros, il finance vérifier quand même. Il finance beaucoup de choses. Vraiment, ça me surprendrait ça ne vraiment surprendrait pas, vraiment quelque part. Ouais. Mais il faut voir. Après, je suis curieux de savoir ce que Asselineau avait dit. J'ai pas regardé sur le Brexit, etc. Mais il faut croire que la Grande-Bretagne, c'est un État suffisamment fort, finalement, pour pouvoir imposer cette sortie à l'Union européenne. Encore faut-il voir aussi comment ça va se faire dans la pratique, parce que c'est pas encore fait, je dirais, c'est pas acté, quoi, disons. Même si c'est en très bonne voie au Royaume-Uni pour qu'il n'y ait pas d'obstacle au niveau du Parlement, etc. Et pour que ça se fasse. Comme à un moment où on avait voulu, nous faire croire qu'il pouvait annuler la décision plusieurs reprises. Par le Parlement. Comme on essaie aujourd'hui beaucoup aux États-Unis de faire croire que Trump s'est pas encore fait, etc. Les fameux grands électeurs, on en parlera après. Mais effectivement, la Grèce, là, c'est un peu, elle a fait face à un monstre en fait, un géant, quoi. Et sous la pression, effectivement, ils n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils auraient souhaité faire. Ils n'ont pas pu aller au bout. Alors, je me dis, est-ce que les Italiens, parce que même, ce mouvement 5 étoiles, c'est vrai, alors, s'ils ne vont pas au bout de leur logique, mais attention, ils sont très eurocritiques, très europhobes. Donc, j'ai l'impression qu'aussi, peut-être qu'ils peuvent basculer, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont très eurocritiques, europhobes, au tel point qu'ils flippent l'Union européenne de les voir arriver. Honnêtement, si on est honnête, il y a quand même une voie, un mouvement international, en Europe en tout cas, qui va droit vers la déconstruction de l'Union européenne. Si ce n'est pas les prochaines élections, c'est une affaire de quelques années, quoi, honnêtement. Effectivement, il y a l'Autriche dont tu parlais aussi. Voilà. Alors, l'Autriche, élection aussi à rebours. Parce que la première fois, on nous avait dit que c'était l'autre qui avait gagné, puis finalement il y a eu des fraudes. Élection reportée une première fois, mais on a détecté encore des trucs, on a reporté une deuxième fois. Et cette fois, donc ça fait 3 fois que les Autrichiens s'expriment. Et cette fois, semblerait-il, ils auraient... Alors, ce qu'on nous explique, je trouve ça, c'est l'explication médiatique qu'ils donnent partout, ils disent que ce sont les femmes qui sont allées voter en masse parce qu'elles auraient été... horrifiés par les propos machistes de Oberhofer, qui aurait expliqué que, comme beaucoup de gens le pensent, il fallait donner cette chance aux femmes de pouvoir choisir d'être mère de famille si elles le voulaient. En fait, quand tu dis ça aujourd'hui, tu as un horrible facho, c'est une mesure fasciste de dire, mais celles qui ont envie d'élever leurs enfants, faut qu'on puisse leur donner les moyens de le faire. Et on voit ça, les féministes évidemment, comme salaud, c'est de la régression de la femme. Alors que je trouve que justement, c'est revenir au sens naturel des choses, c'est qu'une femme qui élève ses enfants, elle peut s'y consacrer pleinement et que l'État encourage ça en lui donnant justement un salaire, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de travailler. Mais je ne vois pas en quoi on inhibe les femmes. Alors évidemment, bien sûr, il y a plein de femmes qui veulent faire des carrières professionnelles, etc. Mais celles qui ont envie d'élever leurs enfants, et que justement, que ce ne soit pas une nécessité pour elles d'aller travailler. Parce qu'une femme qui travaille seule, c'est un sacré fardeau aussi. Moi, on ne peut pas forcément le voir comme une privation de liberté, en aucun cas. Je veux dire, chaque individu fait ce qu'il souhaite, ce qu'il juge bon pour lui. Si on t'encourage à rester, pouvoir élever tes enfants chez toi, pourquoi pas, tu vois, je ne vois pas comment on peut prendre ça pour... Le féminisme interprète ça comme un retour en arrière, une régression. Ils interprètent ça comme une... Après, c'est vrai qu'ils mettent son élection, là, donc l'autre candidat, qui est plutôt écologiste, c'est ça, plus à gauche, en tout cas. Écologiste, oui, tout à fait. Bien, si on attribue son élection, en tout cas, à une majorité de femmes, je ne sais pas, pourquoi pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, ce n'est pas ces élections-là, en tout cas, qui comptent véritablement en Autriche. Non, tout à fait. Mais c'est les élections, les prochaines élections législatives, en fait. Tout à fait, parce que ce sera les Länder. Et derrière, là, pour le coup, visiblement, il y a une avance certaine pour le FPE. Exactement, oui. Parce qu'ils n'ont pas, on le sait, les germaniques, en Allemagne aussi, ils n'ont pas cette notion comme nous. Le chancelier. Voilà, il y a le chancelier, et en fait, il y a les Länder, et il y a des chambres de Länder. C'est pas du tout comme nous, il y a une espèce d'autonomie locale dans leur conception. D'ailleurs, conception germanique qui nous impose via l'Union européenne avec les eurorégions, mais qui sont d'inspiration des Länder. Et ça, c'est complètement germanique. Nous, en France, c'est un État central. On n'aime pas justement un espèce de pseudo-État qui décidera notre place, etc. La France, c'est une notion complètement mais tiens, c'est pareil en Allemagne. Alors Angela Merkel, renommée présidente du parti, je crois. Donc,
qui se représentera bien sûr donc l'année prochaine, hein, les élections en l'année prochaine. Et derrière, le parti de droite aussi qui monte très fort. Le fameux AfD, Alternative for Deutschland, voilà, c'est ça. Qui a été créé il n'y a pas longtemps. Hein. Il a été créé il n'y a pas longtemps. Je crois que ça fait un an, un truc comme ça. C'est tout récent, leur création. Tu sais que même si c'est vrai que de loin, ça peut évoquer uniquement des questionnements identitaires ou des choses un peu de la tendance du moment, on va dire, ça représente aussi juste simplement un dégoût, enfin, si tu veux, une nécessité de faire basculer, de changer radicalement en fait, de modèle, de régime, de système. Et ça traduit ça. Et la déconstruction européenne, face à nous, elle va se faire, c'est certain, il n'y a pas d'alternative. Mais en plus, on sait que du côté de l'Est, c'est plutôt des nationalistes, en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie. Voilà. Faut compter également, évidemment, sur les autres grands acteurs majeurs des relations internationales, ou en tout cas de l'ordre mondial, mais du côté de l'Orient, disons la Russie, la Chine, etc., ils évoluent dans un paradigme complètement différent. Ils ont également, évidemment, leurs intérêts, peut-être des velléités aussi de domination de leur propre forme. Mais il y a une volonté. Comme on fait le lien avec tout, on sait très bien que les États-Unis, en créant ce conflit ukrainien tel qu'il est apparu, c'est vraiment dans la continuité d'empêcher un rapprochement entre l'Europe et la Russie. On ne veut pas ce rapprochement. Les États-Unis ne veulent pas. Le cauchemar de la défense américaine, ou en tout cas de l'État profond américain, c'est un rapprochement Allemagne-Russie. Et ça, c'est vraiment dans tous les écrits. Il l'explique en plus, il ne se cache pas. Tous les stratèges le disent. Il y en a même qui disent on a fait 2 guerres mondiales pour empêcher ça. Ils le disent clairement. Ils ne se cachent pas de ça. Donc c'est effectivement le véritable cauchemar, en tout cas, de la politique américaine. Et ils craignent ça tellement qu'on peut s'attendre, et ça, alors, je le tiens d'une analyse très intéressante parue sur Newsbud, donc ce média-là qui réunit Sibel Edmonds et d'autres éditorialistes, etc., on prévoit que la campagne de Merkel va se faire énormément autour de la Russie et du Russia bashing. Ça, c'est intéressant, ouais. Et ça, clairement, en fait, ce sur quoi va s'appuyer Merkel à nouveau, parce que ça a été le cas dans d'autres circonstances, mais ça va être l'anti-Russie, tu vois. C'est marrant comment Poutine est revenu au centre des élections dans l'Europe. Alors, je l'ai vu, on l'a accusé de l'élection de Fillon, qui était derrière, machin. Les élections, Trump, voilà, on a entendu dans le débat même Clinton qui disait c'est Poutine derrière vous, qui l'accusait carrément d'être un agent limite du KGB. Enfin, on n'est pas loin même bientôt, je pense, d'accuser Poutine, comme on l'a accusé pour l'élection de Trump, d'accuser Poutine de s'ingérer dans les élections allemandes. Oui, par le biais du vote électronique, on parle de cyber... les Allemands commencent... Alors, je crois qu'il y a un nouvel... alors, je veux pas te dire de bêtises, mais je sais pas si c'est le directeur de la sécurité intérieure allemande, il me semble. En tout cas, des renseignements en tout cas allemands, un nouveau qui a été nommé. Je crois que dans une de ses premières déclarations, il parle d'attaque, donc de cyber-guerre, enfin de cyber-attaque contre l'Allemagne. Et on peut imaginer qu'ils accusent les Russes de trafiquer, tu sais, les trucs de vote électronique, là. Le vote électronique de s'ingérer à ce point-là. Ça va devenir ridicule, quoi. Ça l'est déjà. C'est dingue, c'est dingue. C'est comment la Russie est devenue donc le centre des débats, d'enjeux, des élections. Et en plus, à chaque fois, c'est des positions, par exemple, ça c'est intéressant en France parce que Fillon, lui, est plutôt ce qu'on appellerait pro-Poutine. Alors, je mettrais quand même des limites, mais c'est vrai que c'est un pro-Poutine parce qu'il veut le dialogue avec Il a une position originale par rapport quand même aux autres, même pendant le débat, parce que lui, il disait, faut parler avec Poutine, faut parler avec Assad, faut pas s'isoler. Donc, quelque part, il est un peu dans un truc où il nous dit, il faut sortir un peu de l'axe américain, sans le dire, mais c'est un peu ça quand même, quoi. Et c'était un peu, puisqu'il allait visiblement voir Poutine aussi, Fillon, et on a même vu, alors c'est sur les sites, mais je crois que c'était un article de Russia Today qui disait que oui, le Kremlin soutient Fillon, se félicite de l'élection de Fillon. Voilà, donc, puisque Fillon a eu des positions clairement, qu'on appellerait pro-russe, parce qu'on est tellement dans justement le Russie-bashing. C'est ça en fait, on dit pro-Poutine, ça va pas aussi loin que ça, mais... C'est juste tu dis, non, moi je vais discuter avec lui, t'es pro-Poutine. C'est comme d'ailleurs en Allemagne, ce truc-là justement du bashing de Poutine, de la Russie, a de plus en plus de mal à passer, et là où ça s'est vu particulièrement par exemple, c'est sur l'Ukraine.
Sur l'Ukraine, ils ont eu beaucoup de mal à vendre à la majorité des Allemands, même si tu vois, elle fait pas beaucoup de vagues et tout, mais le fait que c'était. Il y a eu beaucoup d'émissions de la ZDF aussi qu'on contrecarré. Un peu débunké parce et que, tout. à la ZDF, quand même, en heure de prime time, on a vu des opposants ukrainiens qui venaient expliquer, et la ZDF, qu'il y avait les nazis et les Américains derrière tout ça. Donc tu vois, ça c'est bien. Ils n'hésitaient pas, je pense, à dénoncer Svoboda, etc. Machin. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes politiques allemands qui sont contre ça, qui pensent que la Russie doit être justement l'allié de l'Allemagne. Et il faut arrêter justement ce truc-là. C'est vraiment ce que craignent, je crois, les Américains. Les Américains, Parce que Poutine, en plus, il se cache pas. Poutine, on a trop peu, je trouve, de ses interventions traduites, et elles sont extrêmement intéressantes, souvent, Poutine, quand il fait des analyses. Et il explique ça sur l'Ukraine, il se cache pas, c'est-à-dire, c'est des déclarations officielles, où il explique l'Ukraine, ça a été mis dans les pattes pour nous couper de l'Europe, et empêcher clairement que la Russie puisse se rapprocher de l'Europe, comme elle devrait le faire naturellement, comme il devrait naturellement y avoir une continuité justement, qui parle d'espace géographique. La Russie, elle est quand même dans le prolongement de l'Europe. Il serait tout à fait normal qu'il y ait une relation particulière avec la Russie, qu'elle intègre d'une façon ou d'une autre le bloc européen. C'est tout à fait normal. Ne serait-ce qu'économiquement, qu'on ait des relations avec la Russie, etc. Mais les Américains, effectivement, font tout. Et cette affaire d'Ukraine, c'est un caillou qu'on a acheté entre les deux. Et on sait très bien que pendant longtemps, ça empêchera cette connexion. C'est fait pour. C'est fait pour. Exactement. Donc, et puis l'Allemagne qui se retrouve également être quelque part un peu le moteur de l'Union européenne, c'est d'autant plus difficile de l'extraire de ça, parce que ça implique vraiment quelque chose, un changement vraiment radical. Mais espérons, c'est parce qu'un avenir idéal en Europe, ce serait des relations apaisées entre l'Europe occidentale et la Russie, des Américains beaucoup moins présents sur le dos de l'Union européenne, parce qu'ils chapeautent tout ça. Et est-ce que l'avenir que nous propose Trump, c'est ça ou pas? Alors c'est quoi justement? Alors les nouvelles de Trump, parce qu'il a fait plein de nominations là quand même. Oui, alors effectivement. Pas tant que ça en fait. Non, il n'a pas fait autant de nominations que ça. Il y a énormément de postes à pourvoir à la Maison-Blanche, tu vois. Mais si on compte au total, il n'y en a pas plus d'une quinzaine, tu vois. Je crois que c'est des centaines, donc il y en a énormément. Enfin, après j'imagine qu'il laissera au directeur de chaque cabinet, enfin en tout cas de chaque ministère de choisir. Mais bon, c'est vrai qu'il en a fait des très cohérentes, puis des plutôt controversées aussi. Alors celles qui sont, je dirais, plutôt cohérentes, moi je pense à, tu connais, c'est ce... Alors il a nommé 3 généraux déjà. Flynn, Voilà, Flynn, dont Flynn. Donc il a quand même nommé 3 généraux à la tête d'abord du département de la sécurité intérieure, donc c'est Homeland Security. Très important en plus, c'est beaucoup de pouvoir. Donc c'est un général visiblement qui était retraité et qu'il a sorti de la retraite pour le nommer. Pour rien de, je dirais, très controversé là-dessus. Un autre général, je crois, pour la défense. Simplement. Et puis Michael T. Flynn, donc lui qui a été nommé, je crois, en tant que consultant à la sécurité nationale aussi, mais en tout cas un poste clé. Et ça, c'est très intéressant, effectivement. C'est dans la cohérence, je dirais, de, en tout cas, sa campagne, plus ou moins. C'est intéressant parce que c'est un des généraux qui, donc lui, ce type-là, Michael Flynn, il était directeur du renseignement militaire. Du renseignement militaire, la DIA, la Defense Intelligence Agency. Tout à fait. Et il dénonçait à la fin de sa mission, enfin de sa carrière, le fait que les interventions militaires américaines en Irak, particulièrement, avait largement contribué à fomenter, à créer, à générer, je dirais, le cœur de Daesh, en fait. Tout à fait, finalement, tout à fait. à travers des prisons. Il s'est fait, visiblement, on l'a écarté à cause de ça. On l'a envoyé à la retraite en lui disant, bon, t'es gentil, mais on va t'envoyer à la retraite. C'est son grand retour à cause de... grâce à Trump, c'est son parce que lui, c'était fracassant, ces déclarations. Franchement, c'était alléchant pour un général. Généralement, ils sont tenus un peu à la réserve et tout. Là, pour le coup, il s'est vraiment étalé là-dessus et sur le fait qu'ils avaient contribué à ça. Il a fait un rapport, je crois que c'est ça qui lui a valu effectivement, parce qu'après il a fait un rapport là-dessus, et donc où il dénonçait le fait, je dirais qu'il constatait simplement le fait que beaucoup des meneurs finalement, qui deviendront en tout cas les meneurs de Daesh et sortaient de ces prisons-là. Il y a donc Abu Ghraib, t'as Camp Bouka, t'as plusieurs prisons en Irak qui avaient été construite par les Américains et qui regroupait des éléments autant, je dirais, potentiellement terroristes que
des anciens de Saddam, enfin tu sais, des anciens du commandement de Saddam Hussein. Et en fait, finalement, il leur avait laissé tout le loisir de préparer leur plan d'après l'invasion américaine. Ouais, tout à fait. Bon, et honnêtement, on peut, entre guillemets, se réjouir un peu de cette nomination. Mais derrière, il y en a des je dirais, plus controversés. Par exemple, la personne qu'il a nommée en tant que secrétaire du Trésor américain. Ah oui, c'était un ancien de Goldman Sachs. L'équivalent du ministère des Finances. Ouais. C'est un ancien de Goldman Sachs. Et comme avait nommé Bill Clinton et George Bush des anciens de Goldman Sachs, il reprend ce schéma-là. Bon, je sais pas, là pour le coup, ça va un petit peu, je dirais, à contre-courant de ceux qui semblaient quand même assez dénoncés dans le système et les liens de Clinton avec Wall Street, etc. Là, ça va clairement à l'opposé de ça, et c'est pour ça qu'on peut se demander si, sur ce volet-là, il a vraiment les mains libres ou pas. Et je pense qu'on va nous confirmer qu'il n'a pas du tout les mains libres, en tout cas sur le côté Wall Street, banking et compagnie. Là-dessus, malheureusement, je ne sais pas s'il va pouvoir faire quoi que ce soit. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le moment, ces nominations, elles restent, mis à part celle-ci, je pense, plutôt cohérente en tout cas. Steve Bannon aussi qui a été nommé, c'est ça qui... est-ce qu'il a été nommé ça Alors c'est un conseiller spécial à la Maison Blanche, c'est pas ça ou quelque chose comme ça? D'ailleurs c'est marrant parce que Steve Bannon, si il me semble qu'effectivement il a été nommé, je sais plus juste dans quel poste, mais ce qui est marrant c'est que ce truc-là de Breitbart News, là, donc Steve Bannon c'est le propriétaire en tout cas de Breitbart News, et c'est quelque chose qu'on a identifié, et ça je le comprends pas, mais dans les médias mainstream américains, enfin pas les plus grands forcément, mais tu sais les trucs, les Huffington Post, les trucs un petit peu, les Slate, les trucs machin, on l'a identifié comme un antisémite notoire, tu vois. Et Breitbart News, quand on s'intéresse à ce que c'est, à l'origine, c'est un de ces médias, tu sais, qui fait un petit peu le pont entre justement les sionistes en fait et cette frange, je dirais, chrétienne protestante américaine, là, tu vois. C'est pas du tout un média à la base, en tout cas, je sais pas ce qu'il est devenu, mais quand il est fondé, c'est pas du tout un média anti-israélien, au contraire, bien au contraire. Et donc aujourd'hui, on lui tombe dessus en parlant de... Peut-être qu'il a une position, je dirais, un peu singulière au sein de... je sais pas, de la communauté, je dirais, juive ou sioniste. C'est quoi mais est-ce qu'on l'a qualifié d'extrême droite ou extrême droite, tout simplement, tu vois. Mais clairement, c'est pas du tout un média qui semble être antisémite ou quoi que ce soit. Et bon, et Steve Bannon, il est taclé comme ça. On fait le reproche à Trump. De toute façon, on trouve n'importe quelle excuse pour faire des reproches à Trump actuellement. Vraiment n'importe quelle... on s'accroche à n'importe quelle branche, en fait, pour mettre des bâtons dans les roues de Trump. Il y a, par exemple... il y a 2 élus républicains, alors pas pour les mêmes raisons, mais alors il y en a un, tu sais, ils ont ce système de grands électeurs aux États-Unis. Finalement, l'élection n'est pas terminée en réalité, puisque normalement, les grands électeurs qui ont été en vérité élus lors des élections populaires qui sont tenues, il y en a plus de 200, je ne sais plus le chiffre, c'était peut-être même 300. Enfin, il y a un certain nombre de grands électeurs qui vont derrière voter et véritablement élire le président. Et donc, tu as des électeurs républicains, donc ils sont censés quelque part être mandatés pour mettre un bulletin de vote pour Trump, qui font marche arrière. Après, c'est quasiment jamais arrivé. C'est jamais arrivé, quasiment jamais arrivé. Je crois que c'est une fois seulement, mais c'est très rare. Voilà, il y a une fois, je crois, je sais pas d'ailleurs, c'était pas l'élection de Bush en 2000, avec l'histoire de Floride et tout. Quoi qu'il en soit, il y a un des grands électeurs, visiblement au Texas, qui dit aujourd'hui qu'il changera son vote. Il changera son vote. Bon, t'en as un autre, c'est plus anecdotique. D'ailleurs, c'est une trahison du peuple. Parce qu'en fait, c'est une trahison du vote. Parce qu'on a voté pour lui parce qu'il avait voté Trump. Donc c'est un peu tout à fait, extraordinaire. C'est une trahison de son vote. Et c'est pour ça que c'est arrivé que très rarement. Et puis, t'en as un autre, alors c'est pour d'autres raisons. Lui, c'est pas qu'il changera son vote, c'est qu'il a simplement... il a démissionné de son job de grand électeur, en tout cas. Il a refusé son travail de grand électeur au motif que Trump, selon lui, c'est un électeur républicain du Texas, selon lui, et donc n'est pas bibliquement prêt. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment... bibliquement prêt. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Il n'est pas bibliquement prêt. Il n'est pas bibliquement préparé à sa mission. Il n'a pas encore ouvert il n'a pas fait son Moïse, il n'a pas ouvert la mer en deux. Il estime qu'il ne fait pas suffisamment de références bibliques, alors qu'on est une nation basée sur
le lien avec Dieu, etc. Bon, c'est vrai que les présidents, tu vois, en tout cas que l'État américain est quand même assez bercé de ce truc-là jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis quand même, le sentiment un peu, tu sais, religieux quand même reste présent quoi, aux États-Unis. Ouais, quand même, on jure président américain. Là, sur la Bible, etc. N'oublions jamais. Exactement. Donc tu as ça. Bon, après, il n'y a pas de choses très, je dirais, fracassantes. Tu as eu un petit événement assez marrant, enfin marrant, non, pas du tout marrant, vraiment pas du tout marrant, mais tu sais, il y a cette polémique, il va falloir attendre vraiment pour délier un petit peu tout ça, mais du Pizzagate. Le fameux Pizzagate. Voilà. Alors, pour rappeler aux gens un peu, parce que juste brièvement, parce qu'honnêtement, on n'a pas j'ai vu, je sais pas si t'as vu, ils sont allés devant une pizzeria. C'est ça, c'est ça ce truc. Il y a eu cette fusillade, ce truc-là. Mais justement, donc le Pizzagate, là, c'est visiblement en fait ce qu'a révélé en partie les câbles, en tout cas les mails, pardon, que WikiLeaks a publié, qui étaient sur ce serveur un peu dissimulé, caché, qu'entretenaient Hillary Clinton et son chef de campagne John Podesta. C'est potentiellement j'allais dire un trafic, mais un réseau, voilà, c'est ça, un réseau de pédocriminalité. Ouais. Voilà. Parce qu'on a expliqué, alors, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que dans les mails, en fait, on a détecté des mots de code, c'est ça. C'est-à-dire qui correspondraient, en fait, évidemment, à un code, c'est-à-dire les pizzas, je crois que c'est les filles, les pâtes, ce sont les garçons, des machins, etc. Des noms d'aliments, parfois dans des mails où ça n'avait rien à voir. Où ça n'avait plus de sens, on disait, je te ramène des pizzas parce que alors dans une conversation pas les pâtes à qui n'a rien à 65 voir, km ou des trucs comme ça. J'ai dépensé 60 000 € pour des pizzas. Il y a des trucs douteux, des communications douteuses qui peuvent totalement s'apparenter, on peut l'imaginer, à des communications, tu sais, un peu secrètes de parce que ça s'est beaucoup enflammé sur le net, sur cette affaire. Et justement, il y a une espèce de grande enquête citoyenne, on pourrait dire, qui a fait qu'il y a énormément, des milliers de gens qui sont intéressés, qui sont allés creuser, qui ont découvert des choses, justement, qui sont arrivés à une conclusion, c'est qu'il y a une pizzeria qui est tenue par un certain homme, et qui effectivement, à l'intérieur, et puis dans ce que publie ce type-là sur ses réseaux sociaux, donne des symboles et des images. Il y a un lien, parce qu'on voit que Clinton s'est rendu dans ces pizzerias, des photos. En plus, c'est ça. Il y a son directeur de campagne. Et géographiquement, elles sont à quelques minutes du domicile privé de Podesta aussi. Voilà. Après, elles sont toutes quasiment dans la même rue. Enfin, il y a tout un tas de. En tout cas, il y a toute une espèce d'enquête, en tout cas, je dirais populaire presque, qui se met en place, qui s'est mis en place. Et très honnêtement, on n'a pas besoin de longtemps pour se douter, avoir l'intuition qu'il y a quelque chose de louche derrière. D'autant que les mails à côté de ça de Wikileaks révèlent par ailleurs plein d'autres. Tu parlais de la Libye de Kadhafi tout à l'heure, mais il y a énormément de choses de cet ordre criminel en tout cas. Oui, alors elle a même contribué, Hillary Clinton a aidé les terroristes à assassiner le fameux ambassadeur à Benghazi, l'ambassadeur américain qui a été piégé dans son bureau, et c'est elle qui aurait donné des informations parce qu'il était contre elle apparemment, il était justement un peu trop intègre, semble-t-il, et qui s'opposait à ces arrivées de Daesh massives, et donc ça contrecarrait, et elle a donné les informations aux terroristes pour l'éliminer. Des assassinats. C'est quand même incroyable. Il y a une liste d'assassinats qu'on prête à Hillary. C'est incroyable, violent, incroyable. Bon alors, ce qui est fou, c'est qu'au final, donc il y a cette pizzeria où effectivement, tu as supposément, en tout cas, un réseau de pédophilie qui venait. Je sais pas, prendre rendez-vous, ou en tout cas qui avait pour base cette pizzeria. Et t'as un jeune homme un peu qui a craqué un peu là aux États-Unis après tout ça, et qui allait sortir une arme dans le lieu. Voilà, le lien qui est fait entre cette pizzeria et l'histoire du réseau de pédophilie, c'est aussi qu'elle est vraiment teintée de beaucoup de symboles, et puis le propriétaire du lieu, par ailleurs sur les réseaux sociaux, fait beaucoup de références un peu très intrigantes en tout cas sur des choses qu'on pourrait mettre en lien avec ceci. Et puis ce qui est marrant, c'est que par exemple un type comme Michael Flynn, tu te rends compte, aujourd'hui presque au plus haut sommet de l'État, dénonce cette histoire de Pizzagate, veut qu'on fasse la lumière sur ces réseaux. C'est pour ça que je disais que c'est assez intéressant de voir ce type de personnalité
arriver parce qu'ils peuvent foutre la merde quand même à leur niveau. Hein. Ça. Alors peut-être que, attends, c'est pour ça que ça se trouve, Wall Street, il se dit, pour le moment, lui a mis la pression, il te fout du Goldman Sachs, mais ça se trouve, dans 2 ans, il change, on ne sait pas en fait. On ne sait pas, il faut voir, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête. En tout cas, c'est intéressant, c'est vrai que Michael Flynn, donc cette histoire Pizzagate, c'est parce que ça a remué les réseaux sociaux aux États-Unis, ça fait complètement scandale partout. On pense, même les analystes hors système disent que ça a joué dans l'élection parce que quand les scandales des emails en fait ont éclaté, finalement ils ont fait beaucoup plus de mal qu'on le pense à Hillary, à son image. Finalement, voilà, parce qu'on se rendait pas compte. On se rendait pas compte parce que nos médias à nous, et les médias américains, ils relataient pas, ils évassaient l'affaire complètement. Hein. C'est complot, c'est une ligne, en disant que c'est un complot. Moi, je voyais sur les médias français, on nous disait, mais elle s'expliquait, elle a dit qu'il n'y avait rien dans les emails. Bon, il faut la croire sur parole. C'est comme la même manière dont ils nous ont présenté cette histoire de Pizzagate, comme, voilà, c'est un complot, c'est un vague complot sur Internet, qui a poussé un dingue à faire une fusillade. Voilà. Et en plus, c'est bien parce que ça les conforte dans leur truc, eux, dans leur propre théorie, que les conspires deviennent fous, que c'est etc. Donc, machin. Il y a un autre truc qui pourrait aller dans le sens de Trump, mais c'est juste une petite info anecdotique, mais il a refusé un contrat avec Boeing, tu as peut-être vu ça. Donc il y a un contrat qui était passé entre l'administration américaine et Boeing, pour la livraison de Air Force One, de Boeing 747 pour le président en fait. C'est des appareils, tu vois, blindés, avec tout le confort qu'il faut, etc. Et il a fait savoir qu'il s'opposerait au terme de ce contrat, en tout cas, parce que pour lui, c'est du gaspillage, qu'il n'y a pas du tout besoin de ça pour le président, etc. Ça rappelle un peu son geste au lendemain de son élection sur le fait qu'il refuse son salaire. Bon, est-ce qu'il joue sur cette fibre un peu populiste, entre guillemets, parce que c'est un mot aussi complètement dévoyé. Mais oui, en tout cas, il ne veut pas de ce gaspillage-là. Il a confirmé son intention en tout cas, de réduire le déploiement de l'armée américaine. Moi, si j'ai compris ça, il a confirmé ça et qu'il a dit je vais... D'ailleurs, l'OTAN s'en inquiète, beaucoup, à la fois par le biais de son commandement, Papa, tu t'en vas, Papa, voilà. Papa. Par exemple, l'Allemagne. Par exemple, l'Allemagne qui, par la voie du ministère des Affaires étrangères et d'autres, commence à essayer comme ça de rattraper un peu du pied, du pied les Américains qui semblent peut-être s'écarter ou s'en aller. Là, ce serait parce que ce serait logique dans sa politique, de toute façon, ce qu'il avait annoncé, parce qu'il avait dit de toute façon qu'il le ferait. Et puis en plus, il n'a pas des moyens définis. S'il veut recentrer les investissements sur les États-Unis et se reconcentrer, parce qu'aux États-Unis, il faut bien aller chercher l'argent quelque part. Donc, on sait que cette machinerie américaine nous... Parce qu'ils mentent. Je ne sais pas si tu sais aussi qu'aux États-Unis, tu sais, sur le coût en fait, de l'armée américaine, on ment. Parce qu'en fait, on ne présente qu'une partie du budget. Ils présentent le budget de l'armée. Mais ils ne comptent pas en fait, ce qui relève des autres ministères et qui fait partie aussi du budget qui est lié à la situation militaire. Et en fait, quand tu comptes le potentiel, c'est énorme, ce qui revient, d'où les opérations en Irak, qui coûtent des milliards et des milliards, c'est de l'argent mais dépensé, mais incroyable, ça leur coûte un fric fou, parce que tous ces gens, il faut les payer, il faut les entretenir, Alors lui, Trump aussi, dans son projet, il envisage de rapatrier un petit peu toutes les industries qui sont parties un peu en Asie, surtout, etc. Et là, il est également dans une position très délicate vis-à-vis de la Chine. La Chine, oui, on l'a vu, ça a été très tendu avec la Chine. Alors, pourquoi c'était tendu? On peut en parler, ça, la Chine, il y a eu un incident cette semaine avec Trump. L'incident avec Taïwan, avec la présidente de Taïwan. Effectivement, oui, donc... il reçoit un appel, je crois que c'est la présidente de Taïwan qui l'appelle et qui le félicite donc, de l'élection. Et lui, derrière, qui s'en réjouit et qui, à son tour, remercie la présidente de Taïwan, mais dans ces termes. Autrement dit, parler de la présidente de Taïwan comme la présidente de Taïwan vis-à-vis de la Chine, c'est un gros incident diplomatique.
Et là où il a fait cette bourde, c'est qu'il a publié, même je crois derrière, ouais, il a retweeté, en tout cas il a tweeté il me semble, parce qu'il est très actif sur Twitter, Trump, hein, extrêmement, ah ouais, même là en tant que, enfin c'est assez fou. C'est ce que disait Ravanello, son programme c'est Twitter. Mais derrière, effectivement, la présidente de Taïwan, elle a fait le coup diplomatique du siècle ou de l'année, tu vois, puisqu'elle s'est arrangé un peu la reconnaissance des États-Unis, du nouveau président des États-Unis. Et c'est très mal vu, évidemment, par la Chine, qui elle, dans le statu quo, c'est-à-dire Taïwan, clairement, pour elle, Taïwan, c'est la Chine. Hein. Il n'y a pas de question là-dessus. Tout à fait, ouais. Par contre, il y a une petite poignée dans le monde d'États qui reconnaissent Taïwan. Bah, les Européens, les États-Unis. Et derrière, si le nouveau président des États-Unis, effectivement, fait ce geste-là de reconnaître Taïwan, ça le met en position pas confortable avec la Chine. Et bon, de toute façon, les Chinois indiquaient que ça ne pouvait porter préjudice qu'aux États-Unis. Façon de dire que de toute façon, aujourd'hui, nous, en Chine, c'est bon quoi. On est nos propres chefs. Désormais, c'est la réalité en plus. Hein. Désormais, très, très sincèrement, la Chine, ils ont à répondre de rien en fait. Ils ont même une politique agressive dans cette région, la Chine, avec les îles Spratly et ce qui se passe dans cette région, c'est très tendu. Même avec les États-Unis, il y a des tensions. Je pense que c'est une autre belle indication de ce qu'est la Chine aujourd'hui, à savoir un acteur majeur Parce que dans cette région, pour rappeler un peu en gros, on a découvert du pétrole et en gros, on est dans une zone où il y a des frontières maritimes à gogo parce qu'il y a le Vietnam, et énormément de trafic maritime, etc. Voilà. Et on n'arrive pas à définir en gros à qui ça appartient. Voilà. Et les Chinois ont construit des îles artificielles. Voilà. Et au nom de, évidemment, le droit maritime qui dit qu'on a le truc autour, ils disent bah, c'est chez nous et c'est notre zone. Et voilà. Et là où il y a le pétrole, c'est la Chine. Et ça ne plaît pas aux autres qui finalement n'ont pas les moyens de s'y opposer et donc qui vont un peu chercher l'oncle Sam, genre. Papa, il y a le méchant chinois qui... Effectivement. Les Américains envoient des bateaux pour le provoquer dans la zone. C'est très intéressant. Il y a donc effectivement ces vassaux-là, hein, on va les nommer par exemple l'Indonésie. Les Philippines. Alors, justement, les Philippines. Alors les Philippines, c'est un cas spécial. Voilà, c'est hyper intéressant parce que regarde, on a noté depuis quelques mois, en fait, ce président, il est nouveau, hein, Duterte. Il est nouveau et derrière, il a imposé un petit peu ce... En fait, il a acté quelque part son, je dirais la cassure avec la fracture avec les États-Unis. Il a un style assez singulier. Pour rappeler ceux qui ne connaissent pas, il a traité Obama de fils de pute dans une conférence. Il a réitéré ses propos. Enfin, des trucs. Bon, on n'avait pas trop l'habitude. On voyait ça plutôt, vous voyez, sur Internet, sur certains sites. Et là, maintenant, vous voyez ça. Donc, le président qui... il a un vrai style, ça c'est sûr. C'est assez singulier quand même, Duterte. Tu sais, il a entrepris également une lutte féroce contre le trafic de drogue. Ah oui, alors, à sa façon. Alors, on peut l'expliquer parce que ça ne se passe pas non plus. Il a dit, je vais me débarrasser des dealers. Et donc, il a autorisé, en fait, à shooter les dealers. C'est-à-dire qu'en fait, les flics, ils arrivent à un endroit... Il n'y a pas d'enquête de police, c'est on te shoot, on te dit ça y est, il n'y a plus de dealers. Voilà comment on va se débarrasser des dealers. Et il est soutenu alors, c'est ça, dans cette politique en plus. Oui, complètement. Parce que Trump, je crois, lui a dit c'est super. Il est hyper populaire grâce à ça. Et il est hyper populaire grâce à ça. Bon, et alors il a fait une petite bourde aussi, je dirais, de texte en tout cas. Il a fait un parallèle entre les trafiquants de drogue et ce qu'a fait Hitler aux Juifs. Il a dit ça dans une déclaration, il s'est fait tomber dessus, derrière il s'est excusé. Ah d'accord, oui. Il a dit je vais faire aux dealers. Les Asiatiques ils ont du mal avec la religion godwin, ils n'ont pas compris à chaque fois. Les Coréens ils font des parodies d'Hitler, ils n'ont pas compris. Là-bas ils ont... il a complètement pas tenu compte de tout ça. Il a pas compris. Il a dit je vais faire aux dealers ce qu'a fait Hitler aux Juifs. Bon derrière il s'est excusé, il a est revenu derrière quand même. T'as pas compris. Faut pas trop déconner, bon il est revenu un peu sur ses mots, tu vois. Mais plus intéressant encore, ça c'est de la folie, la semaine dernière, il a été victime d'une tentative d'attentat. Ah oui, j'ai vu ça, oui, tentative d'attentat. Alors attends, on va essayer d'expliquer, mais donc la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours même pas, il y a un convoi avec ses gardes du corps, en réalité lui n'était pas dans la voiture. En réalité, t'es pas dedans, c'est ça, voilà. Elle a explosé, la voiture a explosé, et donc attentat à la bombe qui visait, tu vois. Et alors là, purée, mais il faut se demander d'où ça peut provenir. Est-ce que, effectivement, dans cette lutte féroce contre les trafiquants de drogue, ça peut venir de là? Est-ce que ça peut tenir à ça? Ou est-ce que ça peut tenir également au fait qu'il s'est
il a quand même insulté le président des États-Unis. Il s'est complètement écarté. Il a rencontré les Chinois pour leur dire que désormais, tout à fait. Oui, il y a plein d'articles là-dessus, y compris il changeait d'alliance carrément. Il provoquait les États-Unis. Il est parti voir les Chinois en leur disant maintenant, je vais travailler avec les Chinois, je vais changer d'alliance. Il n'a pas renouvelé la fameuse base américaine aussi, voilà, etc. Il y a tout un tas de... Donc il y a un conflit ouvert avec les États-Unis, clairement. Il s'est clairement détaché des États-Unis, officiellement. Il a pris son pays et il a dit que la politique avec les États-Unis, ça allait être radicalement différent, que c'était fini. Et bon, derrière, attentat derrière. Bon, c'est vrai que je sais pas où on va le mettre le truc, mais je me suis dit, faut voir. Un peu, effectivement. Et donc ça montre effectivement que la Chine aussi parvient à grappiller aussi des ressources de chez ses voisins. Tu vois qu'il y a un vrai axe. Il y a une tension en Asie encore. C'est-à-dire que c'est saisissant de voir comment la Seconde Guerre mondiale, finalement, n'est pas soldée. Et les tensions qui sont nées de cette Seconde Guerre mondiale, déjà de cette époque, sont encore vivantes, précises. Et l'Asie est encore un grand foyer d'action avec la Corée du Nord, on va dire la fracture avec Taïwan, et aujourd'hui, carrément, cette fracture Chine-États-Unis où on peut être d'un côté ou de l'autre. Et c'est tout à fait incroyable ce qui se passe en Asie. Et alors, dans cette idée que Trump souhaiterait rapatrier donc, toutes ces industries qui sont en Chine et tout, faut voir quel avenir... derrière, potentiellement, on peut percevoir la Chine comme le nouvel acteur majeur. Quoi, tu vois. On peut penser que demain, c'est le monde des Chinois. Quoi. Surtout que les Chinois, j'ai appris que comme il y avait cette baisse de croissance dans le monde occidental, ils se concentraient beaucoup apparemment sur leur marché intérieur. Et qu'ils étaient pour redécaler justement ce qui a fait leur puissance exportatrice, pour développer de plus en plus leur marché intérieur. Et donc, ce qui irait complètement en cohérence avec à la fois ces Américains, les Européens qui se referment sur eux, etc. Et la Chine qui développerait son marché intérieur. Ce serait, je pense qu'il y a cohérence un peu de toutes les politiques menées là pour le moment. Tu vois que les Chinois aujourd'hui ils sont présents partout. Un truc qu'on va noter qui sera intéressant, mais en tout cas en Afrique, ils ont une présence franchement monumentale en Afrique. C'est énormément dans tous les pays, que ce soit dans l'exploitation agricole, dans l'industrie, dans la construction et tout, ils sont présents partout. C'est eux qui construisent les infrastructures. Ils ont cette espèce de deal avec les États africains contre une garantie de non-ingérence dans la politique et les affaires. On s'offre la construction de chantiers. Oui, alors en plus, mais ça reprend un double d'aspect parce que j'ai remarqué que les Chinois s'accaparent des terres en Afrique, c'est extrêmement courant. Voilà, pour faire pousser leur riz ou leur truc. Ils s'accaparent aussi beaucoup les matières premières parce que la Chine est consommatrice de matières premières. Donc les matières premières, il n'y a plus beaucoup d'endroits où aller les chercher. Finalement, si vous avez besoin de cuivre, si vous avez besoin de coltan, par exemple, pour faire vos composants et vos petits portables, vous tous là derrière vos portables, nous tous on a besoin du coltan. Et c'est les Chinois qui vont le récupérer dans le Nord Kivu, quoi. Par exemple, c'est clair. Donc attention à la Chine, faut pas croire. Le tigre. Faut pas croire. Donc l'ours russe, le tigre chinois et l'aigle américain. Et derrière pour s'assurer, je dirais. Il faut recouvrer sa souveraineté, tu vois. En Europe, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Il faut que tous les États européens... Il y a même, tu sais, les Américains, ils parient beaucoup sur les États baltes et puis la Pologne, etc. Le fait qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur eux pour pourrir la Russie, en fait. Et il y a des idées comme ça qui réémergent un peu, mais tu vois, d'alliances plus locales entre les États, pas de ces super méga alliances... universelle, tu vois, comme l'Union européenne, ça a cette vocation-là, en fait, d'englober tout et tout le monde. Rousseau le disait, l'empire républicain. Et voilà, il va falloir des relations, plus de relations bilatérales, plus d'échanges, tu vois, directs, et moins de super États qui chapeautent. En fait, ça nous force à respecter les autres plutôt que vouloir les dominer sans cesse. Et c'est ce que vendent parfaitement les Russes et les Chinois. C'est ce monde multipolaire et ça marche, visiblement. Et en tout cas, on va faire une petite pause et on revient juste après à l'assaut comme ça. Parfait. On va faire la petite pause, la régie elle est prête, c'est magnifique, on fait la petite pause, voilà, comme ça fera parfait. Ceux qui nous ont suivis, en plus ils sont nombreux ce soir. Yes. C'est super, on fait la pause et à tout de suite. À vous.